Bonsoir tout le monde, ça va bien ? Donc bienvenue à l'enregistrement de mon podcast qui s'appelle Humeur humoristique. Donc je me présente, je m'appelle Régis Canon, je suis humoriste et podcasteur. Est-ce que vous savez c'est quoi un podcast ? Oui, ça va. Je ne dois pas expliquer le podcast, ça m'arrange parce que j'avais pas prévu de définition. Aujourd'hui, vous êtes là pour mon podcast, donc j'interviewe des humoristes sur leur parcours au complet. Aujourd'hui c'est un épisode particulier puisqu'on est là sur la scène du Centre culturel de Braine-l'Alleud. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour toute l'équipe du Centre culturel ? Merci beaucoup. Merci Henri qui m'a booké aujourd'hui parce qu'il écoute le podcast et qui après s'est dit « en fait, il y a peut-être que moi qui l'écoute, ce podcast. » Mais il y a des gens qui sont venus, moi je suis très content. Aujourd'hui, on a un invité, on a Dan Gagnon qui est là, je l'ai déjà reçu dans le podcast. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà écouté cet épisode ? Voilà, merci. Ça, c'est pour mon ego, c'est très bien. Donc, vous avez 2 épisodes dans lesquels j'ai interviewé Dan sur tout son parcours. Donc, on avait parlé dans le premier épisode de son arrivée en Belgique, de ses premières scènes, de la radio, des podcasts, des cirques royaux, parce que monsieur a fait plusieurs cirques royaux. C'est quand même stylé, il faut le dire. C'est gentil. J'aime bien, c'est la première fois que je l'entendais au pluriel. Moi aussi. Il a joué au cirque royaux. Ça sonne bien. C'est pour ça que les gens sont venus, c'est pour l'accord des pluriels. Donc, on avait parlé de ses 4 premiers spectacles et on avait fait tout son parcours jusqu'au juin 2020 et on va ce soir parler des 4 dernières années avec Dan Gagnon. Donc s'il vous plaît, un maximum de bruit pour mon invité, Dan Gagnon. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Régis de me recevoir une autre fois. Et en plus, c'est intéressant quand on fait le podcast parce que moi, je suis alcoolique et j'ai arrêté de boire en 2021. Donc, beaucoup de questions que tu poses avant 2021, je n'ai pas la réponse, mais c'est très intéressant de pouvoir entendre ta version des faits. Mais c'est bien parce que moi, je fais énormément de recherches, je te posais des questions et tu me disais sûrement. Honnêtement, il y a plein de trucs, je n'ai aucun souvenir. Des gens, parfois, ça arrive sur Instagram, parfois des gens, ils écrivent un truc, ça, et je fais « Ah, c'est joli ». Puis après, genre, ils mettent que c'est une citation de moi. Et je fais « Attends, je suis un génie, quoi ». Limite, je regrette d'avoir arrêté de boire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais donc, ouais, il y a plein de choses que je me souviens pas. Et donc, ça me fait plaisir de pouvoir en apprendre sur ma propre vie ce soir. Parfait. Mais là, je pense que les 4 dernières années, logiquement, devraient être plus claires que les années d'avant. C'est 1er décembre 2021. À partir de là, si je sais pas, c'est pas que j'étais bourré, c'est que je suis pas intelligent. OK. Donc, c'est voilà. Donc, aujourd'hui, on va apprendre si t'étais bourré ou pas intelligent. C'est un jeu qui dure 2 heures. Alcoolique ou juste con? Alcoolique ou juste con? Bienvenue dans mon podcast. Finalement, il en fait 200 numéros. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Un soir, il est arrivé un truc bizarre. Mais hier soir, tu as joué ton nouveau spectacle. Ouais. Je choisis la joie dans la salle du Sablon à Carrière, tout près de Morlaix, pour ceux qui ne connaissent pas. Comment ça s'est passé? Super bien. Franchement, super bien. Et je t'ai demandé avant, est-ce que tu voulais que ce soit un podcast drôle ou sincère? Et tu as répondu, ta réponse m'a donné l'impression que la question était conne. Parce que tu as dit, si je te pose une question qui est une blague, fais des blagues. Puis si je te pose une question sincère, sois sincère. Je fais, ouais, effectivement, j'aurais pu arriver à cette conclusion-là tout seul. C'est une première partie de réponse au jeu alcoolo ou con. Okay? Et pour l'instant, ça regarde pas bien pour moi. Non, ça s'est bien passé. J'ai toujours essayé de faire des spectacles qui étaient sincères et j'ai commencé les spectacles peut-être 1 an ou 2 avant de commencer la thérapie. Et au fur et à mesure que ma thérapie avance, mes spectacles changent parce que ce que je crois être sincère, souvent ne l'est pas tant que ça. Et donc, ça change et tout. Et là, pour la première fois, et ça s'est senti, ça fait 2-3 dates que je le sens, c'est la première fois que je fais des spectacles où j'ai l'impression de faire un spectacle avec le public et pas genre, je leur fais pas mon spectacle comme un DVD, mais avec les rires, les silences, les applaudissements, les trucs. J'ai l'impression vraiment qu'on communique. Okay. Et c'est ce que je reçois du public aussi à la fin. Les premiers spectacles, je parlais de la neige et c'est marrant, tu vois, j'avais des blagues de pipi aussi, c'est marrant. Mais là, je parle de la mort, du polyamour, de la définition de l'amour, de l'éducation des enfants, du fait que, en fait, on t'incite à faire des enfants, puis après, tu te rends compte qu'en fait, personne n'aime les enfants. et tu te retrouves, il est trop tard, genre, you're fucked, tu vois, quand tu t'en rends compte. Partout où tu arrives avec ton enfant, les gens font mais moi, je pensais que vous les aimiez, tu vois. T'arrives en avion avec ton enfant, puis les gens font un enfant, tu voulais que je fasse quoi? Que je le lance au-dessus de l'Atlantique? Évidemment que je le prends avec moi, tu vois. Et j'avais très peur, surtout le polyamour, c'est un sujet que j'avais peur d'aborder, j'avais vraiment peur d'être jugé, et entre autres par mes parents, parce qu'ils sont pas au courant, ils étaient pas au courant, et je me suis dit la meilleure façon de leur annoncer, c'est via un spectacle qu'ils vont trouver sur Internet. Ça me semble courageux. Et le fait d'arriver dans ces sujets-là fait en sorte que c'est plus sincère, je crois que ça connecte plus avec le public, et j'ai aussi cette peur-là, moi, d'être agressif. J'ai pas envie de passer pour agressif, alors que je suis tendu. Sauf que
si je fais semblant de ne pas être tendu sur les sujets pour lesquels tu as raison d'être fâché, eh ben, l'agressivité ressort sur d'autres conneries, en fait. Et là, tu as l'air agressif. Tu sais ce que je veux dire? Si tu n'es pas fâché sur le fait que... Genre, moi, un truc que je trouve insupportable, c'est le fait que tu doives prouver à ton travail si tu as été malade. Genre, tu as une gastro, et le lendemain, au lieu de juste aller travailler, si tu y retournes, on fait comme « prouve-le-moi ». Et on accepte ça sans problème. On fait comme « évidemment, je dois lui prouver que j'étais... » Moi, franchement, si on me demande de prouver que j'ai la gastro, je te quiche dans les narines, quoi. Est-ce que c'est une assez grande preuve? Sinon, attends 2 minutes, il va en avoir une autre, quoi. Mais si tu essaies de faire en sorte de faire comme oui, mais bon, c'est le système, il faut que tu comprennes, c'est pas grave. Eh bien, cette colère-là qui existe et qui est légitime va ressortir sur autre chose. Et là, tu fais des sketchs sur la neige ou sur le pipi et les gens trouvent que tu as l'air un peu tendu sans raison. Et donc, le fait d'accepter d'être fâché pour les choses qui, je crois, sont légitimes, faire en sorte que je connecte aussi un peu plus avec les gens et que j'ai aussi l'air moins agressif sans raison. Mais... Donc ça, c'était la première question. J'ai vu que tu avais 2 pages. C'est ça. Mais hier, on t'a fait le retour que c'était moins lisse, moins agressif et plus mature. Pourquoi ces commentaires-là en particulier t'ont touché alors que d'habitude, ce qu'on attend, c'est plus... Et est-ce que c'était drôle ou pas? Toi, ça t'a fait plaisir qu'on dise c'est plus mature, c'est moins lisse? Oui, parce que déjà, si on dit que c'est drôle, et ça va avoir l'air prétentieux, ce que je veux dire, mais genre, je le sais. Non, mais c'est parce que attends, juste une petite pause, je regarde sur la tête du public si c'est... Ouais, en effet, c'est prétentieux. Non, mais c'est parce que si c'est pas drôle, c'est pas gentil de faire un spectacle. C'est comme t'arrives au resto, tu dis « Hey, merci, c'était de la nourriture. » Je fais « Ben, encore heureux, putain. » C'est le même principe. Je vends un spectacle d'humour. Si c'est pas drôle, il faut que je rentre chez moi. C'est pas gentil. Donc, le fait que ce soit drôle, c'est pas que ça me fait pas plaisir, mais c'est un minimum. Évidemment que ça doit être drôle. Et maintenant, dans le niveau drôle auquel on peut s'attendre, qu'est-ce que tu vas retenir, qu'est-ce qui en reste? Et moi, ce qui me faisait plaisir, c'est, donc, on dit c'est moins lisse. Ça veut dire, moi, j'ai peur de montrer qui je suis parce que j'ai peur qu'on me rejette. Et on me dit, ah, c'est chouette, maintenant que tu dis des vraies choses, en gros, on se fait moins chier. Et je fais, ben merci, ça m'aide beaucoup. Le même principe pour le fait que c'était plus mature et moins agressif, parce qu'en soi, c'est beaucoup plus agressif que les autres spectacles. Il y a beaucoup plus de colère qui a motivé l'écriture. Mais la colère bien dirigée, c'est pas de l'agressivité, tu vois, c'est de la douceur, c'est de la gentillesse envers les gens qui souffrent, tout simplement. Et le fait que ça a été perçu, et la personne qui m'a dit justement que c'était moins agressif et plus mature, c'est un je veux dire un gamin parce que je suis vieux, mais genre il y avait 23 ans. Il dit, j'avais vu le dernier il y a 5-6 ans, ma mère m'avait un peu amené de force. Et j'ai trouvé ça marrant parce que tu étais un peu agressif. Et je pensais retrouver ça. Et là, j'ai trouvé autre chose et j'ai trouvé des réflexions qui marchaient bien avec mon évolution à moi aussi. Donc, en gros, j'ai l'évolution d'un enfant de 23 ans. Donc, c'est pas mal. Mais plus sérieusement, c'est difficile de trouver plus touchant que de vieillir avec ton public. Genre, être drôle une fois, c'est facile. Je veux dire, tout le monde, si tu fais du stand-up depuis un moment, c'est au moins arrivé une fois que tu as eu une super soirée, les gens dans la salle ont fait comme, mon Dieu, ils cartonnent. Que les gens aiment suffisamment ce que tu fais pour te dire, je vais aller voir ton spectacle, c'est quelque chose, et aller voir le suivant. Et il y en a que je sais qui ont vu les 5, et donc ça veut dire qu'on a vraiment grandi ensemble. Mais c'est comme une relation de couple. Normalement, tu vas évoluer, normalement, l'autre personne va évoluer, et d'essayer de trouver une manière d'évoluer ensemble et en même temps, c'est touchant. Et ça m'a d'autant plus touché, et là, ça va être... Tu ne peux pas deviner ce que je vais dire ensuite, grâce à Michel Thor. En effet. La chanteuse qui faisait, entre autres, « Emmène-moi danser ce soir » et toute la ville en parle. Je m'appelle Michel. Bref, j'adore cette chanteuse. Et mon père avait été la voir la veille au Palais Montcalm à Québec. Okay. Et il m'avait raconté qu'il avait adoré le professionnalisme de Michel Thor sur scène en disant elle a 60 ans de carrière. Elle sait quoi faire sur scène pour faire plaisir aux gens. Il dit, elle est venue, clairement, elle a reconnu qui était dans le public, pourquoi ils étaient là, et elle leur a donné un beau moment et un joli souvenir. Et c'est la chose sur laquelle j'essaie de réfléchir le plus, parce que maintenant, ça fait 5 spectacles, je veux dire, j'ai fait des blagues, mais tu dis, pourquoi est-ce que j'ai envie de continuer d'être un artiste? Pourquoi j'ai envie de dire aux gens, consacrez-moi votre vendredi. Donnez-moi 100 balles. Faites-vous chier à trouver une babysit ou un babysit. Consacrez-moi ce temps et cette énergie-là, ben il faut que tu leur redonnes plus. Un bon resto, tu es content de payer à la fin. Oui. Et le but, moi, c'est que les gens sortent et se disent comme c'est un chouette moment. Et d'arriver à le faire en one-shot, c'est quelque chose, mais d'arriver à tenir des gens sur la durée avec plusieurs spectacles. Et puis là, en plus, c'était 2 générations. C'était la maman et le fils qui sont revenus et les 2 ont apprécié pour des raisons un tout petit peu différentes. Mais ensemble, ils ont partagé ce moment-là. Je sais que je suis dans leur souvenir de la fois où, tu te souviens quand tu m'avais amené voir ce truc-là pour me t'y retourner, c'était chouette. Et il n'y a pas grand-chose, je trouve, qui a plus de valeur dans la vie qu'avoir
faire partie ou avoir généré un moment émotionnellement important. Ouais, en plus, Ou un moment qui a de la valeur, tu vois. En plus, probablement que dans la voiture, ils ont continué à en discuter, ça a ouvert la discussion, c'est super chouette. Moi, j'adore aller voir des spectacles avec des gens parce qu'après, tu parles de tout ce qui s'est passé et t'es parti pendant un moment. Oui, mais c'est la seule raison pour laquelle ça fait du sens d'aller voir un spectacle en public. C'est comme aller voir un film. Pourquoi tu vas au cinéma? En soi, c'est pas logique. Tu payes, je sais plus c'est combien maintenant parce que moi, je sors pas de chez moi. C'est trop. C'est genre 12-13 euros la place pour aller dans un endroit où tu as une chance sur deux de t'asseoir sur le grain de popcorn du précédent. Ils mettent les bonbons dans les emballages les plus bruyants qui existent. Donc, tu entends des bruits de bouche. En fait, c'est l'enfer des bruits de bouche et des bruits d'emballage avec un écran où tu as une chance sur deux d'être pas si bien placé que ça soit trop fort ou pas assez fort. Tu peux pas te lever pour aller pisser. Ça n'a aucun intérêt. C'est comme les bars. Ça n'a aucun intérêt à payer le double du prix pour entendre la musique que t'aimes pas, t'es avec des gens que t'aimes pas, dans des odeurs que t'aimes pas. Mais tu te connectes émotionnellement avec d'autres êtres humains, tu vois. Et autant j'aimerais vivre en autarcie isolée et dire que je suis heureux tout seul dans mon trou, c'est pas vrai. Et je pense que l'art peut aussi servir à rendre tolérable le fait d'être en public. Et si je peux faire que ça, ou connecter dans une sorte de diagramme de Venn des gens qui ont peut-être pas tant que ça en commun, mais vont connecter sur quelque chose, ou les aider à divorcer, hein. Je trouve que c'est aussi une réussite, franchement. Tu as réussi à faire divorcer des couples jusque-là? Ben, ils m'en parlent pas en général, ouais. mais je suis convoqué comme témoin dans une soirée. J'ai des gens qui sont déjà des gens qui sont mariés l'année passée, qui se sont rencontrés à un de mes shows. Oh! Je suis à ce jour impressionné de comment ils se sont parlé. Je croyais qu'il y avait un truc en commun, genre est-ce que tu aimes les spectacles d'humour? Oui. D'accord, mais pour le reste, je sais pas comment ça se passe. Moi, je suis terrifié de parler genre à la personne qui prend ma commande au McDo. Donc, de parler à des gens que tu connais pas juste parce qu'ils sont au même spectacle, je crois que je suis plus impressionné par ça que par quoi que ce soit d'autre qui soit. OK. Ben ça, je ne l'avais pas dans ta carrière, je t'avoue, mais c'est bien qu'on l'ait. Tu as créé des couples. Oui, mais à l'inverse, et ça va devenir dark super vite, OK. Ça fait 10-12 ans que je fais ça. Il y a aussi des gens qui viennent me voir en me disant « Ça me fait plaisir de venir te voir parce que ça me rappelle la première fois que je suis venu, c'était avec mon mari. Maintenant, il est mort. » Mais c'est très touchant. Encore une fois, si tu te vois juste comme un vendeur de blagues, ben ça te fait chier d'entendre cette phrase-là parce que tu vas niquer mon ambiance. Mais si tu te vois comme un artiste, tu dis « Oh mon Dieu, elle est venue chercher quelque chose ici qui existe que ici pour elle. T'es privilégié et tu dois être respectueux et faire le meilleur spectacle que tu peux faire cette journée-là par respect pour les gens qui payent de l'argent pour... J'ai oublié que leur mec est mort, mais c'est pas ça la conclusion, mais... Oui. Pour revivre un moment émotionnel important. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime l'humour profondément. Moi, l'humour, c'est pas que j'aime ça, c'est que j'en ai profondément besoin pour supporter tout le reste. Ouais, voilà. On vient de mettre une bonne ambiance, en tout cas, dans la salle. Mais même, tu vois que le stand-up se cherche... C'est un art qui est assez récent par rapport à la sculpture. C'est rare que tu as l'histoire dans la Bible, genre, et Jésus se dirigea vers le comedy club le plus proche et il leur dit... Est-ce que vous aussi, vous eussent remarqué que lorsque tu sacrifies ton fils Abraham, c'est moi ou les 10 commandements, c'est difficile d'en trouver une copie. J'arrive pas à le mettre dans ma poche de ma robe, tu vois. Jésus qui fait du stand-up, c'est vraiment drôle. Franchement drôle. Mais on lance le concept aussi. Mais ça s'est cherché au début, c'était vraiment juste comme viens, je fais des blagues sur ma bite. Et puis après ça, c'est avez-vous remarqué? Et puis après ça, t'as eu moi ici au Québec, t'as eu tout un moment où tous les humoristes pensaient qu'ils étaient des philosophes grecs, quoi. Et tout à coup, c'était oui, mais nous sommes les penseurs de la société moderne. Je fais, mec, j'ai vu ton sketch, là. Limite, tu fais la blague de celui qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue. T'es pas je veux dire, c'est pas du Socrate, c'est pas du Platon. Calme-toi. Mais on demeure quand même une catégorie de gens qui sont payés pour réfléchir. On peut réfléchir à des conneries, mais dans l'absolu, on est payé pour réfléchir. Il y a encore des gens qui payent pour venir entendre le fruit de nos réflexions. Et donc, entre être les rejetés de la classe derrière le radiateur qui font des blagues de pédicelle et se prendre pour Socrate alors que tu dis de la merde, il y a encore il y a une marge. Un endroit. Et moi, ça me plaît beaucoup. J'ai vu que récemment, et tu le vois entre autres avec les affiches de spectacle, il y a une réalisation, je crois, de beaucoup d'humoristes qu'on peut aussi être des artistes. Vraiment, genre, tu vois... J'ai vu quelques affiches de spectacle et au lieu d'être juste la face de quelqu'un qui fait une face de farce, j'appelle ça une face de farce, là. Fait comme, regardez, c'est ma tête comique. Ou j'appelle ça les têtes d'Avignon, là. Quand tu vois tous les titres de spectacles avignonnesques. Je vois toutes les affiches de spectacles qui passent dans ma tête, il y en a beaucoup. Si jamais vous faites chier un jour, allez sur Internet, tapez genre spectacle Avignon et regardez la liste. En fait, il y a des gens qui mettent la description du spectacle dans le titre. Mais vraiment, genre, ça va être des phrases à rallonge comme « La fois où je suis allé au ski, mais c'était pas que pour les bâtons, si tu vois ce que je veux dire, dans le sens de, et j'étais avec tel truc, je parle de cul, en fait. » Et c'est le titre du spectacle. Tu fais que genre...
calme-toi. Et l'affiche est aussi pire que ce que tu peux imaginer. Et donc voilà, donc il y en a que tu vois qui même dans la recherche des affiches, dans la recherche de la façon de se vendre, c'est... Beaucoup plus profond, beaucoup plus recherché. Ben, je sais pas si c'est profond, parce que tu peux être recherché ton artiste et ça soit raté, mais au moins, moi, ça me fait plaisir de voir que l'offre est vachement plus large que forcément. Ben, forcément, quand j'ai commencé, il y en avait 6 qui faisaient ça en Belgique. Ça. Donc, même si chacun faisait un truc différent, il y avait quand même 6 options, pas plus. Oui, maintenant, il y a du choix. Moi, On est quoi? On est plus de 300 à peu près du côté francophone? Ouais. En Belgique, oui, clairement, plus de 300. En tout cas, qui font les soirées open mic, qui testent. Il y a au moins 300 humoristes. Dans ceux qui jouent régulièrement, on est peut-être sur la moitié. Dans ceux qui jouent régulièrement, ceux qui en vivent, tu divises, à mon avis, probablement encore la plus par 3 encore le nombre. Ouais. Mais c'est de plus en plus. Maintenant, il y a des gens qui jouent plusieurs fois par soir. Donc moi, quand quelqu'un me dit « j'aime pas le stand-up », je lui dis « non, c'est pas possible. Il y a autant de stand-uppers qu'il y a de gens dans le public, donc tu vas d'office trouver quelque chose que tu aimes. » Oui, et ça fait partie de l'évolution de l'art aussi de manière générale, parce que c'est Verino qui dit... À l'époque, je faisais des podcasts où j'interviewais les gens, justement, et ça doit faire 12 ans, j'avais interviewé Verino qui disait, il dit, quand j'ai commencé le stand-up, les gens avaient vu Jamel, donc ils pensaient que le stand-up, c'était des Arabes qui parlaient de trucs d'Arabes. Déjà, il faut que tu définisses c'est quoi des trucs d'Arabes, mais, mais il dit, c'était ça pour les gens. Et donc, si tu penses que tu as vu 2 personnes faire du stand-up et tu fais comme, ouais, c'est pas pour moi, je peux comprendre, mais il faut juste laisser le temps. Tu vois. C'est comme les podcasts. La première fois qu'il y a eu un podcast, moi, j'ai commencé en 2011, je crois, à faire des podcasts. Laisse-moi dire que ça ne cartonnait pas nécessairement. Et que tu vois en France, le Floodcast, entre autres, donc Flaubert et Adrien Méniel, qui ont fait récemment une tournée. Ouais, ils ont fait l'Olympia avec leur podcast. Donc c'est fou. Voilà, moi, c'était mon objectif. Objectif Olympia. Là, je suis à quoi? C'est un petit tiers. Un petit tiers d'Olympia, ouais. Là, on a un tiers d'Olympia, là. Ouais. Facile. Et le public est en délire facile. En plus. Donc, voilà. Ouais, mais ça se présente bien, moi, je pense. Heureusement qu'en post-prod, on a pu couper les émeutes et le cri du public. Là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Mais on a une équipe technique ici au Centre culturel de Braine-l'Alleud. Incroyable. C'est fou. Et le fait d'être derrière des barrières pour éviter que les gens viennent, c'est quand même impressionnant. Moi, déjà c'est pas dans le gagnon, c'est un sosie parce qu'on protège le vrai qui est en coulisses. Et donc, moi, je fais que du lip-sync. Avec une oreillette. Exactement. Voilà. En tout cas, c'est bien fait parce que je l'avais pas vu. Il n'y a pas de problème. Mais avec mon équipe d'auteurs, d'autrices, évidemment. Et maintenant, je vais passer à ma deuxième question. C'est peut-être pour ça, en fait, que les gens hésitent à venir en live. Ils se sont dit, j'aime bien les podcasts, mais moi, je travaille lundi. Et donc, je sais pas si on vous a pas dit, mais vous êtes là pour tout le week-end. Vous n'avez rien de prévu demain, j'espère. Tu sais que c'est un truc. Tu sais quoi, fuck it. Je fais quand même une parenthèse. Au Québec, il y a eu un délire à un moment donné qui était via un humoriste qui est sur une autre planète pour le niveau, c'est Jean-Marc Parent, qui s'était mis à faire des impros. Puis, il s'était mis à faire des 4 heures, des 5 heures, des 12 heures. Puis, à un moment donné, il avait fait je crois que c'était pour le 31 décembre, 24 heures d'impro. Moi, je me souviens d'avoir été impressionné, pas par le fait de parler pendant 24 heures, en disant « Oh, les gens veulent venir voir ça! » C'est ce bout-là qui m'impressionnait. Et quand j'ai vécu à Montréal, il y a une amie qui m'a dit « Ah, je vais voir Jean-Marc Parent aujourd'hui. » Je lui dis « Prends congé demain, parce que tu vas rentrer tard. » Mais c'est connu, il fait des spectacles énormément longs. Genre le plus court, c'est genre 3 heures. 3 heures, ça fait « Oh, il a fait que 3 heures aujourd'hui? » Moi, je suis allé le voir pour chaque année au festival d'été à Montréal. Il fait donc l'événement Jean-Marc Parent. Et moi, je suis allé le voir et je l'adore, mais je suis aussi TDA. Donc, je suis parti à l'entracte. C'était après... De mémoire, c'était 2h45. Ah, wow! Et donc, il s'arrête, mais pour un entracte... Mais lui, il chauffe. Et en fait, petit point de comparaison pour ceux qui n'ont pas, c'est qu'un spectacle de stand-up, le format, généralement, c'est 1 heure, 1 heure et quart. Et déjà 1 heure et quart, on fait « Oh, il a bossé! » Et lui, il chauffe, mais il est tellement fort. Il y a une anecdote, j'adore le raconter. Quand il est venu en France, il y a très longtemps, il faisait la première partie d'Elysée Moon. Et apparemment, des gens qui ont produit le spectacle me disaient que c'était la première fois et la seule fois qu'ils avaient vu ça de leur vie. Il fait son truc et lui, c'est un raconteur. Il dit, j'écris pas nécessairement, j'ai des anecdotes, ils sont dans ma tête. Quand c'est le temps de le raconter, j'appuie sur play et je raconte aux gens ce que je vois dans ma tête. Et donc, des fois, il va faire un sketch incroyable de 12 minutes, puis il va faire « Ah, tiens, j'avais oublié ça. » C'est comment ça, t'as oublié ça? Moi, j'ai besoin de 4 ans pour arriver à ce level-là. Donc, il fait la première partie d'Elysée Moon, 10-12 minutes. Donc, pour lui, je crois qu'il a eu le temps de dire bonjour, puis après ça, il est parti. Et il part en coulisses et le public le réclamait. Et vraiment, les gens criaient genre « Jean-Marc, Jean-Marc! » Et lui, tout coincé, il regarde Elysée Moon, puis il fait
je sais pas quoi faire. Parce que ça arrive tout le temps en première partie, faut le savoir. Généralement, les gens réclament. Moi, j'ai fait une première partie cette semaine, ça s'est passé exactement comme ça. En général, en première partie, c'est le seul truc que tu donnes en plus aux gens et que ça leur fait chier. Tu fais, et avant d'avoir U2, voici un groupe incroyable, selon U2, fait bouh, dégage. C'est un peu ça. Et Elie Semoun lui aurait dit, retourne-y, 45 minutes. Un standing sur une première partie. Si tu veux écrire ça dans un film, les gens vont dire comme non, mais c'est parce qu'on fait pas de la science-fiction. Écris quelque chose de réaliste, quoi. En rentrant, vous irez voir Jean-Marc Parent, très bon humoriste québécois. Mais c'est la fin de cette parenthèse, parce que je te connais, Dan, il faut avancer, ouais. Gérer un petit peu. Vas-y, oui, t'as raison. Mais là, je vais me concentrer. Tu sais quoi, les 3 prochaines questions, je vais me concentrer. Parfait. Il y a eu beaucoup de changements depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. À ce moment-là, tu étais au Québec. Tu avais arrêté le stand-up. Tu avais un podcast qui s'appelle Dan Gagnon, le podcast tout seul, que selon tes dires, tu allais continuer pendant encore 30 ans. Ouais, mais j'avais pas dit à quelle fréquence. Voilà. Alors, je te pose la question. J'en fais un dans 30 ans, mais c'est un podcast qui aurait eu 30 ans. C'est ça. Alors, je te pose la question, mais avec beaucoup de bienveillance. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fous là, devant moi, aujourd'hui, en Belgique, avec un spectacle et plus de podcast? Apparemment, quand je vous fais une promesse, il faut pas. En gros, je suis mûr pour la politique, quoi. Ouais. Je fais des promesses, je les tiens pas, et puis voilà. Honnêtement, j'ai arrêté parce que je me dis j'ai plus rien à dire. Et je comprends que certaines personnes aiment et n'aiment pas le stand-up, mais il n'y a rien de pire. Si, il y a plein de choses de pire. Mais ce truc-là, c'est horrible d'aller voir quelqu'un qui clairement a fait un spectacle parce qu'il est capable. Et tu fais pourquoi? Et j'avais essayé de réécrire un 5e. Moi, j'ai fait 4 spectacles en 5 ans. Et donc, j'étais habitué d'écrire ça assez vite. Et quand j'écrivais le 5e, je me disais, je sais pas ce que je fais, en fait. Je trouvais que ça n'avait... Genre, ouais, ça allait faire rigoler, mais ça n'avait ça servait à rien. Quand je suis arrivé en Belgique, je pensais rester 1 an. Et je suis resté pendant 1 an 13 fois. Et je m'étais dit, OK, je vais rentrer au Québec. Et pour moi, c'était... Je rentre enfin à la maison. Je pensais avoir bouclé quelque chose. Okay. Et finalement, on s'est retrouvés au Québec, puis on a fait nope. Et on est revenu. On avait fait construire une maison et tout. Hein. On pensait que c'était qu'est-ce. Et absolument pas. Et puis finalement, avec le fait de faire une pause et avec tout ce qui s'est passé dans le monde, le fait que moi j'ai vieilli, j'ai eu un enfant entre-temps. Et il y a un truc qui me motive souvent beaucoup à faire du stand-up, c'est regarder les autres personnes qui font du stand-up. Mm-hmm. Moi, je suis amoureux de l'art du stand-up et je trouve qu'il y a beaucoup de stand-uppers qui manquent de respect envers mon amour pour le stand-up. Okay. Et j'essaie de plus le faire, mais quand j'ai commencé, souvent c'était comme ça. J'allais faire des scènes et tout, et j'essayais de rester calme. Et j'entendais les personnes commencer, puis je faisais, mais qu'est-ce que tu fais? Et genre, j'étais fâché. Franchement, j'étais fâché. J'étais fâché contre les gens, parce que je fais, c'est pas vrai que c'est ton meilleur effort, quoi. Okay, ouais. Et j'avais envie de refaire parce que j'ai des choses à dire, parce que j'ai entendu du stand-up que je trouvais pas bon. En fait, moi, j'étais très fâché pendant la pandémie contre les humoristes, parce que j'ai entendu plein d'humoristes dire comme « Ah, mais c'est difficile pour nous, on peut plus aller jouer, on sait pas quoi faire. » Fait, ton job, c'est d'être créatif. On te dit « OK, sois créatif. » Tu fais « Oui, mais c'est difficile. » Fait, on le sait que c'est difficile. Sinon, tout le monde ferait du stand-up. Tout le monde veut être payé pour raconter une blague. Tout le monde les trouve drôles. Recevoir la patate de pognon et rentrer chez soi, glander le reste de la semaine. Tu vois. Quand tu fais des grandes salles, si tu joues une date, ça va être plusieurs milliers d'euros. Tu vois. C'est-à-dire que si tu as écrit ton spectacle, tu travailles entre guillemets 1 heure par semaine et puis tu vis genre plus riche que 99% des gens. Tu fais oui, mais c'est difficile, mais encore heureux, putain. Mm-hmm. Je trouve des idées. Est-ce que toutes les idées étaient bonnes? Non. Est-ce qu'aller faire un spectacle dehors avec des gens dans leur bagnole qui klaxonnent quand ils trouvent ça drôle, c'est une bonne idée? Moi, je trouve que oui. Beaucoup de gens trouvent que non. Mais juste trouve des idées. En vrai, c'était une bonne idée jusqu'à ce que des gens se disent c'est très marrant de klaxonner pendant un spectacle à des moments random. Il y a beaucoup d'humoristes qui se sont dit vraiment, bonne idée, on fait un spectacle où je vis de mon métier. Puis après, il y a un gars qui s'est dit si je klaxonne tout le temps, et si je faisais en sorte que ce show-là était à propos de moi? Voilà. Et il y avait tellement d'opportunités. Même le stand-up, je veux dire, le stand-up est né de quelqu'un... Genre, est né, tu peux le trouver plein de moments ou de façons où c'est né, mais une des histoires qui est acceptée comme étant la naissance du stand-up, c'est Lenny Bruce, qui faisait de l'humour, donc vraiment des histoires comme à l'époque c'était populaire, dans des casinos, dans des trucs comme ça. Et en gros, il était saoulé parce que personne ne l'écoutait, tout le monde s'en foutait. Et en gros, il s'est énervé contre le public. Et il a insulté le public pendant genre 5-10 minutes. Et les gens ont rigolé. Et il était très surpris. Et il s'est dit, OK, le fait de pas juste arriver avec un personnage et dire des choses sincères et brutes, crues, pas dans le sens de vulgaire, mais genre
brute fait rigoler. Mais t'as toujours quelqu'un qui va dire « Oui, mais lui, à l'époque, c'était facile, c'était pas encore inventé. » Je dis « Mais t'es sérieux, ça? » Moi aussi, je peux inventer la roue en 2024, c'est facile. Mais c'est pas parce que c'est une évidence que la roue existe et que c'est utile que c'était facile de l'inventer la veille où ça a été inventé. Moi, quand j'ai commencé, on était à peu près 10 qui faisaient du stand-up. Quand je raconte ça à des gens qui en font aujourd'hui, il y en a qui vont me dire « Ah, mais t'as de la chance, à l'époque, c'était facile de se démarquer. » Enfin, oui, c'était super facile de se démarquer pour aller jouer devant 0 personne. Il y avait 10 personnes qui en faisaient, mais 2 qui étaient intéressés à regarder. Il fallait littéralement, c'était un nouveau sport, il fallait créer les fans du nouveau sport. J'ai dit « Donc, vous avez de la chance. Vous, quand vous voulez jouer, il y a 250 soirées par année, facile, il y a du public qui est déjà là. Moi, je devais convaincre les gens. Et j'ai adoré, et puis c'est un truc que j'aime faire et que je regrette pas, et il y avait des avantages et des inconvénients, mais de penser que c'était plus facile avant, où on a tout inventé. J'entends ça, mais de toute façon, tout a été fait aujourd'hui. Tu penses vraiment que dans 1000 ans, ça va être pareil qu'aujourd'hui? Oui. Tu penses que dans 1000 ans, la vie est comme en 2024? C'est pas que tu manques de vision, c'est que tu manques d'intelligence, quoi. Et c'est pas grave que tu sois pas capable d'être créatif, que tu sois pas capable de trouver des idées, mais arrête de faire croire aux gens que tu es un créatif et que tu trouves des idées. C'est une des raisons vraiment qui fait que j'étais super fâché et que j'avais envie d'en refaire en disant... Et tu t'es dit, il y a des trucs que j'ai envie de dire que personne d'autre ne dit? Ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un l'a déjà dit, je vois pas d'intérêt à moi à aller le dire. Encore une fois, il n'y a aucun intérêt à inventer la roue cette année. Maintenant, il y a ce que je vais dire, la façon dont je vais le dire et pourquoi tu le dis. Je pense que le pourquoi tu le dis est super important. Et oui, avec ce qui s'est passé, j'avais envie de revenir, mais c'était bizarre parce que j'avais envie de refaire des spectacles, mais j'ai jamais autant galéré que pour écrire celui-là parce que autant j'avais envie d'en refaire, autant j'ai eu beaucoup de mal à trouver la pertinence d'en faire. Genre, pourquoi moi je prends la parole? Pourquoi est-ce que je fais pas juste... J'écris beaucoup pour d'autres. Pourquoi est-ce que je fais pas juste donner les textes à d'autres? Pourquoi est-ce que moi je veux repartir sur la route, aller voir les gens? Pourquoi? Et c'est quoi mon rôle? Et en ce moment, j'ai 41 ans, je mesure 1m80, je suis blanc, hétéro, je suis un homme. On n'a pas besoin de mon avis sur les choses encore plus. Cet avis-là, il existe déjà. Est-ce que le fait de parler, je prends la place de quelqu'un d'autre? C'est quoi la pertinence pour moi de prendre la parole dans un espace? Il n'y a pas très, très longtemps, il y a eu une séquence du Grand Cactus, émission de la RTBF, qui ont fait un horrible sketch sur la parodie du troisième sexe d'Indochine. Et genre, 100% de la communauté concernée, queer, trans, non-binaire, tout ça, disent « Ah, ça, c'est horrible. Vous êtes en train de donner du grain à moudre aux gens qui nous oppressent. » Et puis, tu avais plein d'autres... Avec une seule blague, très nulle et en répétition. Donc, oui, même au niveau originalité, horrible. Au niveau contenu, horrible. On reconnaissait que c'était le clip d'Indochine. C'est la seule truc que je peux reconnaître. Je me suis dit « Hey !» Je pense qu'il imite Nicolas Sirkis. C'est bien fait, cette mauvaise idée. Et ça arrive, une mauvaise idée. Ça devrait pas arriver, mais ça arrive. Moi, c'est la réaction que j'ai trouvée surréaliste après, qui est 100% des gens concernés disent c'est pas ouf. Alors, tu tapes quelqu'un, la personne dit ça me fait mal, fait non, t'as pas mal, c'est une blague, t'as pas compris. C'est parce que je suis au courant, c'est moi que t'as tapé, fait, non, t'as pas compris. Et c'est cette réaction-là que j'ai trouvé incroyable. Et il y a des journaux qui m'ont appelé en me disant on voudrait, en tant qu'humoriste, en gros, en tant qu'humoriste, on voudrait ton avis et on sait que. C'est juste que quand on veut critiquer la RTBF, on te contacte en fait. C'est même pas la RTBF. Oui, je comprends pourquoi, mais c'est juste, je crois que beaucoup de gens ont peur de perdre un morceau de place au soleil. Et moi, ça a été longtemps le cas. Et je remercie les féministes derrière moi qui ont dit, genre, t'imagines, c'est quoi le luxe de l'illusion du statu quo? Le luxe de pouvoir dire, non, moi, je m'en mêle pas. Fait, tu peux pas dire que t'es quelqu'un qui a un minimum de conscience sociale si quand ça devient un peu compliqué ou tu risques de perdre un demi-copec, tu fais comme, non, mais tu sais quoi? Celle-là, je vous laisse le faire. Je vais jouer au tour suivant. Et donc, les journalistes m'avaient appelé, justement en sachant que j'allais probablement dire ce que je pense. Et je leur ai dit, honnêtement, je préfère ne pas réagir aujourd'hui parce que même si je dis des choses qui sont pas trop connes, dans le journal, il va encore avoir la place de « Oh mon Dieu, la communauté trans attaquée ». Si on demandait à un mec blanc hétéro son avis, et je trouvais ça... J'avais pas envie de prendre cet espace-là. Et la gestion de quel espace je me sens à l'aise de prendre, pourquoi je le prends, c'est ce qui fait que j'ai commencé à écrire le spectacle très vite. J'ai eu des vannes très vite. Et après, ça fait 3 ans, et je suis pas sûr que je suis encore 100% parfaitement d'accord avec exactement chaque virgule, tu vois, qu'il y a encore du travail à faire. C'est tout ça qui a fait que tu avais envie de revenir sur scène et que tu as pris du temps pour le faire, quoi. Exactement. Puis et égoïstement, ça me manquait. Et puis, il y a un plaisir de revenir.
moment donné, je les enchaînais, les tournées, puis il y avait plein de choses qui se passaient à la télé, ça allait bien, j'avais un late show, j'avais une web-série, il se passait plein de choses. Et je crois que j'étais en très grande dépression à ce moment-là aussi, et je crois que j'ai moins apprécié, et aujourd'hui, et je le dis, et ça me fait marrer parce qu'on est en Belgique, hier, j'ai dit aux gens, je suis hyper content d'être... près de Morlanway ce soir avec vous. Et les gens rigolent, tu vois. Tu sais, putain, vous avez vraiment pas beaucoup d'ego. Quand tu dis je suis content d'être chez vous, il commence direct avec une blague. Quoi. Mais c'est vrai, tu prends la route, tu réalises un petit peu plus la chance de ce que c'est de prendre ta bagnole, d'avoir des gens qui vont écouter ce que tu as envie de dire. Alors, avant de revenir en détail sur ces 4 dernières années qu'on n'a pas fait dans le premier épisode, si tu devais donner 4 mots pour définir ces 4 dernières années, qu'est-ce que tu dirais? 4 mots qui résument ces 4 années pendant lesquelles tu as créé ton nouveau spectacle, pendant lesquelles tu es revenu en Belgique. Tout ça, comment tu décrirais ça? Thérapie. Je sais quoi? Thérapie, entourage. Et dans les spectacles, et quand tu as une quête un peu personnelle d'essayer d'être une bonne personne, je pense que c'est très facile de s'améliorer. Je pense que n'importe qui fait n'importe quel spectacle ou un sketch de 10 minutes, aller retrouver 3-4 vannes qui marchent mieux, hyper facile. Toi, tu dis, j'essaie d'être une meilleure personne, tu peux changer un truc ou deux, hyper facile. Mais tu arrives toujours à un mur, tu arrives toujours à un level où c'est difficile de passer le cap. Ce n'est pas une vérité pour tout le monde, c'est ce que moi j'ai réalisé avec ma vie et les quelques personnes qui sont dans mon entourage. Et le gros blocage, en tout cas moi c'était le cas pour moi, et professionnellement et personnellement, n'existe pas à part si toi tu le crées. Moi, je donne un exemple. Moi, dans ma thérapie, ce qui était le plus difficile pour moi, c'était d'admettre que je mens tout le temps. Parce que j'ai tellement peur de me faire coincé à être vu comme étant quelqu'un qui a foiré ou qui sait pas faire tel truc ou qui a pas été gentil quoi que ce soit. Ça va, en anglais, on appelle ça les white lies. Donc, je vais être en retard. Enfin, il y avait des embouts. Il n'y avait pas d'embouts. Tu es reparti en retard comme une merde parce que tu as préféré jouer une dernière partie de Candy Crush. Tu vois. Et tous ces trucs-là, et faire face à qui je suis vraiment, parce qu'il y a qui tu veux être et qui tu es vraiment. Oh, oui. Et d'accepter de dire, genre, oh oui, je mens tout le temps. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur une chose, ne pas cacher, dire les choses exactement comme elles sont, parce que tant que tu mens, ben, la fois d'après, tu peux encore être en retard. Parce qu'il peut encore avoir eu des faux embouts. Sauf que si tu dis, je suis désolé, je suis comme une merde, j'ai joué à un jeu, je suis en retard, pardon, ben tu te sens un peu mal et donc normalement, ça te motive à changer. Et moi, ça a été ça. Et c'était ce truc-là qui était difficile pour moi à admettre, de dire que, oh oui, je suis quelqu'un qui ment tout le temps parce que j'ai envie de donner une bonne image de moi qui ne correspond pas toujours à qui je suis. Et au lieu de travailler sur moi, je préfère de faire croire que je suis cette personne-là. Mais en débloquant ça, ben, il y a plein de choses qui sont possibles de débloquer. S'il y a moins de mensonges, tu es obligé d'être plus honnête et donc d'admettre des trucs et donc tu as des choses à dire que tu n'étais pas avant. Voilà. Et en spectacle, cette envie de bien paraître, encore une fois, j'avais peur qu'on me trouve trop agressif, j'avais peur qu'on me trouve trop... Et donc, j'essayais d'être une version de ce que je pensais que les gens voulaient entendre, ce qui est l'inverse de faire de l'art. Ça, c'est faire des commandes et puis en plus, ça marche pas. Deux, ça n'a aucun intérêt. Et les deux sont liés. Ça, j'ai thérapie et puis l'entourage parce que, bon, il y a eu de la thérapie, mais il y a des gens qui ont eu beaucoup de patience et d'impatience parfois qui a été aussi salvatrice dans mon entourage pour faire comme, mec, si ton système marchait, tu serais heureux. Est-ce que tu es heureux ou est-ce que tu te demandes pourquoi tu as du mal à dormir le soir? Non, tu fais de l'insomnie, tu as un problème d'alcool. Personne fait de l'insomnie, a des problèmes d'anxiété et d'alcool parce que sa vie va nickel. Parce qu'il est très heureux avec qui il est, droit dans ses bottes, et puis le bonheur est... Je dors mal parce que j'ai tellement hâte de me réveiller pour pouvoir être heureux plus longtemps demain. Mais c'est dur de laisser aller la dernière chose à laquelle tu t'accroches pour ta petite sécurité personnelle. Et moi, clairement, le fait d'essayer de bien paraître, c'est un truc que j'ai utilisé quand j'étais plus jeune pour essayer de sauver quelques situations. Pas très grave, j'ai eu une enfance fantastique, mais c'est dur de laisser tomber tes un petit réflexe de sécurité. Et moi, ça a juste été de me dire, comme, gars, clairement, si t'avais à être heureux, ce serait arrivé dans les 20 dernières années. Et donc, c'est comme arrêter de boire. Genre, si t'avais réussi à boire moins, ça fait 21 ans que tu dis que tu veux boire moins. Je me souvenais quand j'ai arrêté de boire, je me disais, OK, la première fois, je me suis dit qu'il fallait que je boive moins, j'avais 21. J'en avais 38 après, donc ça fait 17 ans. Si j'ai pas réussi en 17 ans, je pense pas que c'est cette semaine que ça va se passer. Et donc, c'est un peu ce même principe. Donc, ça a été, tu creuses. Mais c'est comme dans un film, hein, il y a une structure en fiction qui est, dans tous les films, il y a genre, je me souviens plus, c'est une dizaine d'étapes qui est la proposition de la quête, le refus de la quête pour les héros, l'acceptation de la quête, le premier défi, le deuxième défi, le mur, la rencontre du mentor. Et puis après ça, il appelle ça la dernière grotte, qui est vraiment la plus grosse peur, la plus grosse crainte que tu affrontes, la fausse fin.
un autre problème, la vraie fin. Ça. Et j'ai l'impression que si tu mets, pour moi en tout cas, la thérapie sur ce truc-là, c'est non, je pense pas que j'ai besoin de thérapie. Ah, OK, j'accepte d'aller en thérapie. Ah, il y a des petits problèmes, ça va. Ah, il y a un gros mur. Ah, j'abandonne. Quelqu'un qui te pousse. Finalement, tu acceptes d'aller faire le truc difficile. Tu penses que c'est bon. Tu te reprends un autre mur dans la gueule. Et après ça, tu fais comme, OK, je pense pas que je vais bien. Je pense pas que je suis heureux. Je pense pas que j'ai tout compris. Mais je pense que je suis capable de voir ce qu'il y a de bien chez moi, ce qui va pas, ce que je fais dans une journée, pourquoi je le fais. J'ai l'impression d'avoir un peu réussi à déchiffrer le manuel d'instruction de mon propre corps. Donc, en gros, je suis content de refaire du stand-up, Régis. Okay. Moi, je sais pas le public ce soir, mais moi, ça me donne énormément envie de voir le nouveau spectacle. Je sais pas vous. Oui, je pense aussi. Franchement, en vrai, oui. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans le stand-up, c'est l'authenticité et l'honnêteté. Si tu me dis que tu l'es de plus en plus, que tu retires des dernières barrières, je veux voir ça, personnellement. Merci. Et c'est vraiment le retour des gens que j'ai. Et encore une fois, c'est mon épouse, c'est Flavie, qui m'a dit « Regarde tes sketchs. Si tu ne te connaissais pas, est-ce que tu irais te voir? Est-ce que tu serais curieux d'en entendre plus? Est-ce que tu voudrais savoir ce que cette personne-là pense d'un autre sujet? » Et je fais « Non. » C'est pourquoi les gens viendraient te voir? Raconte quelque chose d'intéressant. Il y a une différence entre « Haha, je rigole » et « Haha, je rigole », tu seras jamais plus drôle qu'un chat sur Internet. Donc, on s'en fout. Faut que tu sois drôle, mais un des plus beaux compliments qu'on puisse me faire, c'est quand est-ce que tu rejoues, il faut absolument que je monte ton show à telle personne. Ça, c'est vraiment incroyable. En général, c'est des femmes qui me disent quand est-ce que tu rejoues, il faut que je le monte à mon mec ou il faut que je dise à ma pote de venir avec son mec, comme ça peut-être qu'il va arrêter de casser les couilles. Mais ce sont des choses un peu comme ça. Mais si ça faisait pas peur, tout le monde le ferait. T'as pas cette peur de pas être drôle? Je l'ai quand même. Je fais croire que je ne l'ai pas parce que j'aime l'image que ça me donne. Moi, j'y ai cru. Ben oui, mais moi aussi, j'y ai cru. Okay. Mais en fait, non, je suis terrifié parce que j'avais pas peur de pas être drôle. J'aurais dit des trucs intéressants dès le départ. Tu vois. Okay. Mais oui, et c'est souvent... Et puis je sais, on a déjà travaillé sur certains trucs ensemble et c'est ce que je te dis toujours, c'est je vois que tu t'accroches à ce bout de texte-là parce que ça fait rire les gens et tu te rassures, mais ce bout de texte-là, c'est pas ta bouée, c'est un morceau de plomb qui te tient au fond de l'eau. Et tant que t'es pas prêt à le laisser aller, ben, t'iras pas plus loin, quoi. Et c'est horrible parce que quand toi, tu le fais, tu le vois, après, tu le vois... et puis tu as envie de le dire aux autres, et tu peux pas dire « Non, mais je te jure, fais-moi confiance », alors que toi-même, tu as mis fucking 20 ans pour y arriver. « Non, mais je te dis, c'est facile. » « Non, c'est la galère. Mais si tu y arrives, je te jure, tu vas être content. » C'est comme arrêter de boire. Est-ce que c'est facile? Non, moi, j'ai mis 20 ans pour réussir à arrêter de boire, dont 19 pour réaliser que j'avais un problème. Parce que c'est très... Tant que tu penses pas que tu n'as pas un problème, tu penses pas que tu as un problème, tu n'as pas besoin de trouver de solution. C'est très pratique. Fun fact, le cerveau est fait pour te mentir à toi-même, pour que tu puisses continuer d'être qui tu es sans te sentir coupable. Et donc, il va te faire croire que tu n'as pas de problème, comme ça, tu n'as pas besoin de trouver de solution. Il va te faire croire que c'est pas vraiment un mensonge. Il va te faire... On est programmé pour continuer d'être trou du cul, quoi. En gros, c'est bon à savoir. Si je résume. Mais voilà, et le fait de laisser tomber ces petits trucs-là, ça fait peur. Tu chies liquide pendant une semaine, mais après, ça va. Littéralement. C'était ma conclusion. Je vais finir comme ça également. Ben, on est sponsorisé par... Non. Du coup, maintenant, je vais revenir sur vraiment ce qui s'est passé ces 4 dernières années et je vais être très précis. Vous allez voir mon côté un peu premier de la classe. Le 13 décembre 2020, tu postes un message pour dire que tu cherches du travail en tant qu'auteur. Tu indiques que les gens pensaient que ça t'intéresserait pas d'écrire pour d'autres, alors qu'en fait, non seulement ça te plaît d'écrire pour d'autres, ça t'intéresse, tu adores ça. Et on t'a contacté pour quel genre de projet, en fait? On t'a contacté pour faire quoi? En fait, j'essaie de penser à les trucs que je peux dire et pas dire. Parce que j'ai contacté pour des trucs... et des trucs lesquels j'ai dit non. C'était ma question justement après, c'était... Qu'est-ce qui fait que tu acceptes un projet? Qu'est-ce qui fait que tu refuses un projet? Si tu veux lier tout ça. Oui. Il y en a un, j'ai refusé parce que c'était un projet d'émission pour une télé. Je peux pas dire c'est laquelle, mais qui venait de dire que non, il n'y avait pas de problème avec PPDA. OK. Et donc, je me suis dit... C'est vrai que ça marchait pas trop avec ta DA. Et je me suis dit, bah non. Je vais pas... Évidemment que non. Et puis après, je m'en suis voulu de me dire, c'est quand même dommage. Parce que ça veut dire... Dude, tu le fais pas parce que tu sais qu'il faut pas le faire, mais tu aurais quand même envie. C'est quoi ton problème? D'où la thérapie qui devait absolument continuer à ce moment-là. J'ai raté un contrat pour quelqu'un qui faisait un truc super intéressant pour une émission qui a bien marché sur Amazon Prime. Mais j'avais pas compris la mission. Je devais écrire des vannes, mais j'avais pas bien compris c'était quel type de vannes que je vais écrire. Donc, j'ai écrit des vannes qui servaient à rien du tout. Et la personne m'a payé très gentiment. Et quand j'ai vu l'émission, je fais « Ah oui, j'avais rien compris. Je suis désolé. Est-ce que tu veux que je te rembourse? » Il m'a dit « Non. Mais j'ai pas eu d'autre contrat depuis. On va pas se mentir. » J'écris pour Arnaud Demanche, qui est un Français qui est sur RMC. Il y a 2 chroniques par jour en quotidienne. Donc, voilà, il fait 10 chroniques par semaine. Et c'est très intéressant de travailler pour lui. Et puis, j'ai travaillé beaucoup. Peut-être la personne avec qui je travaille le
plus depuis plusieurs années, c'est Pablo Andrés, qui est... Enfin un nom que je connais! On a entendu quelqu'un dans le public faire « Ah! » Pour ceux que ça intéresse, il y a aussi un épisode du podcast avec Pablo Andrés qui est très chouette. Il est super, Pablo. Incroyable. Et j'ai écrit pas mal avec Cécile Djunga aussi, que j'aime beaucoup, qui est tellement intéressante comme personne. Et dans les trucs qui sont intéressants, c'est genre si j'écris une blague pour Cécile Djunga, c'est pas une blague que moi j'aurais pu écrire pour moi. Quand on doit trouver une blague sur son retour aux sources dans son voyage en Afrique à la recherche de ses origines et qu'il y a une blague sur comment ça se passe, les gens qui sont des taxis scooters au Burundi, je fais pas comme « dommage, elle aurait très bien marché dans mon sketch. » Oui. Et donc, le plaisir, c'est le challenge intellectuel de te mettre avec d'autres contraintes. La contrainte de la créativité, on te met des contraintes, c'est génial. Les contraintes de la quotidienne, moi, quand j'écris avec Arnaud, parfois, c'est vraiment genre « OK, en fait, l'invité vient de changer. On a 15 minutes pour trouver des blagues sur... » Et puis là, il me sort un politique que j'ai jamais entendu de ma vie. Je fais « OK, mais c'est quoi l'angle? Qu'est-ce qui... » Et puis ça, c'est super challengeant. Et puis après, j'essaie de pas rajouter dans le monde plus de souffrance. Donc, si c'est pour faire le nouveau spectacle de Sem Melia, non. OK. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire. Bah, merci de pas le faire, déjà. Putain. Je sais pas si tu as eu je pense pas qu'il va t'envoyer une proposition, je t'avoue, mais... Non, mais j'espère que non. Mais Habitant fait bien un nouveau spectacle. Hein. Avec I Will Survive, apparemment, comme chanson... parce qu'il a survécu à toute cette difficulté d'être accusé de viol et d'être condamné. Ça a dû être très dur pour lui. Pas facile pour lui, hein. Mais donc, tu écris pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'écrire pour d'autres? Et qu'est-ce que tu aimes le moins dans le fait d'écrire pour d'autres? Ce que j'aime le moins dans le fait d'écrire pour d'autres, quand ils prennent pas une blague que je trouve marrante. Quand je trouve qu'ils ont tort. Des fois, j'entends, je fais... Et souvent, ils ont pas tort. Hein. Juste pour préciser, non, il y a pas grand-chose que j'aime pas parce que je travaille qu'avec des gens que j'aime et que j'apprécie. Ce qui est chiant, c'est quand tu travailles avec des gens que tu trouves pas vraiment marrants ou pas vraiment sympas. Et moi, je peux ne pas le faire, donc c'est super. Mais ça m'est arrivé de le faire plus tôt dans ma carrière et je vais trouver d'autres façons de gagner de l'argent parce que c'est pas chouette. Ce que j'aime le plus, c'est 99% de ma vie sociale. En gros, moi, mes amis me payent, quoi. Et moi, je travaille pour eux. Mais en fait, c'est que le défi est différent. Et tous les gens avec qui je travaille savent pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est-à-dire que si Cécile fait un spectacle et elle me dit j'ai besoin de vannes sur tel sujet, puis j'écris un spectacle pour telle raison, c'est hyper agréable parce que tu sais pourquoi tu travailles et tu sais ce que tu dois chercher et tu sais c'est quoi le but. Avec Arnaud, on est dans le quotidien, donc c'est de l'immédiateté, donc c'est hyper stimulant. Et en plus, avec les élections et ce qui se passe en France, c'est horrible. Et donc, voilà. Et on essaie toujours de glisser. Avec Arnaud, moi, ce que j'aime le plus faire, c'est d'essayer de glisser une petite formule qui va pouvoir rester. Un truc qui peut être un peu marqué. En fait, j'essaie de donner des munitions à mon camp. Et je peux le faire à travers le travail de d'autres personnes, quoi. Donc voilà. Super intéressant. Enfin, moi, je trouve. Je sais pas. Moi, je suis arrête de demander aux gens. Chaque fois, j'ai peur qu'ils disent moi non. Aussi, j'ai peur aussi. Mais arrête de demander. De temps en temps, je me rends compte qu'il y a des gens, d'habitude, je fais ça tout seul dans mon salon. Tu vois, et... D'ailleurs, moi, je suis passionné, sinon je ferais pas ce podcast. Mais j'espère juste que les gens qui sont là ne le regrettent pas. Et moi, j'ai un truc. Je suis désolé, ça va pas être très bon pour le podcast, mais je me sens très mal à l'aise de regarder les gens. Donc, depuis tantôt, je te regarde et je regarde pas le public du tout. Et ils doivent se dire, putain. Mais en fait, c'est que je trouve quand tu es dans le public que si l'artiste te regarde, il te met une pression. Et moi, quand un artiste me regarde, je souris d'office. Et je suis hyper crispé. Et donc, je veux que vous ayez tout le loisir d'avoir une phase de je me fais chier sans avoir l'impression d'être mal poli. On va faire le podcast comme ça. Exactement. Podcast de dos. C'est pas vraiment ça. En public, de dos en public. De toute façon. Exactement. Donc voilà. Et en fait, je suis très mal à l'aise avec le eye contact. Et donc voilà, il est pas antipathique, c'est juste qu'il ne regarde pas les gens dans les yeux. Jamais. Et là, je l'ai pas fait ce soir, mais souvent, j'ai des lunettes un peu teintées parce que ça m'apaise. Et même dans ma famille, maintenant, je me suis senti à l'aise la dernière fois, je suis allé les voir. Ils m'ont dit pourquoi tu as des lunettes mauves? Je fais pour respirer plus facilement. Donc, ça m'angoisse beaucoup. Sinon, c'est pour ça que j'aime bien quand les gens disent tu veux que les premières rangées soient éclairées? Non, tu me mets ça dans le noir. Mais il n'y a pas de problème. Ouais. Je continue. Ouais. À côté de la coécriture, tu proposes également des sessions de consultance avec des humoristes. Moi, j'ai fait 2 sessions avec toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, en fait? La passion pour le stand-up. Okay. Et puis, la frustration de voir des gens le faire n'importe comment parfois. C'est un mélange des deux. C'est de la générosité et de l'ego. C'est vraiment un mélange des deux. Non, mais en fait, c'est juste quand t'aimes quelque chose... Moi, depuis que je fais ce métier, j'ai toujours essayé de donner
tous mes trucs et tous mes outils, tout ce que je sais au maximum de gens. C'est pour ça que j'ai créé des concours, c'est pour ça que j'y restais souvent, c'est pour ça que j'essaie de donner des conseils, c'est pour ça que j'essaie de faire jouer plein de gens différents en première partie, c'est pour ça que moi, j'aime ce que je fais. Et si je suis tout seul je veux dire, si t'es tout seul à jouer au tennis, c'est chiant. Mais si t'es 300 personnes qui font ça, il y a des tournois partout, il y a des gens qui... Moi, j'ai envie, et puis j'aime le stand-up, j'ai envie de voir du bon stand-up. Voilà. Ça me semblerait bizarre de ne pas essayer de retransmettre ce que j'ai eu la chance d'apprendre, parce que j'étais dans un contexte où on m'a déroulé des tapis rouges très, très souvent sur plein de choses. J'ai pu apprendre des trucs, j'ai eu du temps pour lire des livres. Et j'ai envie de le refaire. Et puis c'est tellement agréable de travailler avec des gens qui commencent parce que c'est brut. Et donc, de temps en temps, tu vas voir un sketch, je fais comme, c'est du génie. Ce truc-là ne fait aucun sens. C'est du génie. Mais c'est vraiment, c'est pur, quoi. Et puis, ça me permet de rester connecté aussi. Moi, j'ai 41 ans, ça fait 20 ans que je fais des médias. Donc, à un moment donné, c'est facile de devenir un vieux con. Tu vois. Moi, la journée où je commence à dire, mais les jeunes aujourd'hui, mais genre, poussez-moi en bas d'un pont, quoi. Ma mère a dit souvent, avant d'être un vieux con, il fallait que tu sois un jeune con. Ton âge, pas une excuse, quoi. Et j'essaie vraiment de vivre par ce truc-là. Et si tu comprends pas un truc... T'as tellement d'humoristes qui se mettent à se moquer de ce qu'ils comprennent pas parce qu'ils deviennent vieux, tu vois. C'est pas parce que tu le comprends pas que c'est débile, tu vois. Ça se peut qu'il y ait un truc con, mais c'est peut-être pas la tendance, quoi. C'est peut-être toi. Et le fait de pouvoir rester connecté avec des gens, qu'est-ce que les nouveaux penseurs pensent, les nouvelles penseuses pensent. Tu sais, les gens qui ont révolutionné la musique, qui ont révolutionné l'art en général, c'est pas des gens qui, à 82 ans, se sont dit, grâce à 60 ans de savoir, maintenant, je peux faire la Chapelle Sixtine. Non, en musique, c'est des gamins, ils ont 14, 15, 16, 17 ans, ils changent la musique pour toujours. L'énergie, elle est là, l'envie de changer, elle est là. C'est l'âge où il y a moins de fatalisme aussi, il y a plus de colère aussi, il y a plus d'agressivité, il y a moins d'acceptation que les choses sont d'une certaine façon et que ça va pas changer. Moi, j'avais fait un podcast un jour en public qui était sur l'humour comme arme ou comme outil de changement. Mm-hmm. Et les gens qui m'invitent, c'était que des jeunes personnes à l'université. C'était pendant un truc à Louvain-la-Neuve, un festival à Louvain-la-Neuve. C'était que des gens dans la jeune vingtaine qui se battent. Mais je comprends pas pourquoi. Moi, je suis venu ici pour prendre des notes. Genre, le lendemain, ils faisaient des actions sur la rue Neuve pour le fast fashion. Ils partaient à Berlin pour la conférence. Je ne sais pas ce que moi je peux vous dire à part « Allez-y, let's go, vous avez tout compris ». Je ne sais pas exactement ce que je peux vous dire, mais je pense que vraiment, surtout en art, que la valeur de l'expérience et de la sagesse est mal comprise et parfois surévaluée, parfois sous-évaluée, parfois surévaluée. Tu as une maîtrise, tu as une prestance, tu as un calme qui peut venir avec l'expérience, mais la nouveauté, le changement, l'énergie, l'étincelle et tout... Parle moins, écoute plus, quoi. Et moi, donc, j'ai cette chance-là de pouvoir... Et puis, honnêtement, on va pas se mentir, et ça me fait aussi plaisir parfois d'être avec des jeunes, surtout quand c'est des mecs, pour leur dire, genre, ça, c'est méga sexiste, ça, c'est méga raciste. Oui, mais ça fait rire les gens. Fait, oui, parce que les gens sont sexistes et racistes. Mais t'es pas obligé d'en rajouter une couche, tu vois. Donc, non. Et encore une fois, c'est une façon, comme tu disais tout à l'heure, de mettre un peu ta pierre à l'édifice, comme tu disais dans les chroniques, de pouvoir transmettre. Essayer d'avoir une espèce d'influence en disant, parce que c'est tellement pas compliqué au final de dire, regarde qui est d'accord avec toi. Tu sais, mettons, si tu fais une parodie du 3e siècle, par exemple, pour le Grand Cactus, et que tu fais « Non, mais je suis sûr que je suis dans le bon, je dis la même chose qu'Éric Zemmour », ça devrait être suffisant pour que tu te remettes en question. Ouais. Et si ça ne l'est pas... Il y a un problème. C'est ça. Mais en effet, pour avoir fait des sessions avec toi, il y a... L'importance de faire rire n'est pas le truc le plus important. Et je sais, et spécialement toi, je voyais que ça te frustrait un peu parce que tu disais « Non, mais je veux des nouvelles vannes. » Et je fais « Oui, tu dis que c'est ce que tu veux? » Parce que je venais au départ avec l'envie d'avoir des nouvelles vannes. Mais en fait, en discutant, on trouvait d'autres sujets. Et moi, j'étais là, ouais, mais j'étais venu pour des vannes au départ. Et du coup, j'ai des nouveaux sujets. Mais en vrai, j'ai des nouveaux sujets. Donc, merci. Mais j'ai pas de nouvelles vannes. Donc, je vais te recontacter pour des nouvelles vannes. Ben, avec plaisir, on pourra le faire. Mais je suis presque certain de ce qui va se passer. Je peux me tromper. Je suis un vieux. Mais souvent, les gens qui viennent me voir, ils pensent qu'ils veulent des nouvelles vannes. Et puis après ça, si tu veux, on y va. On fait tel truc. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ce truc-là? Ça, je suis bloqué. C'est normal, t'es bloqué. Tu sais pas pourquoi tu le dis. Si tu sais pourquoi tu le dis, t'es débloqué. J'en avais parlé, je sais que tu as un sketch sur la vasectomie, on en avait parlé pendant un moment, je t'ai entendu jouer le truc. Quand tu sais pourquoi tu le dis, t'es pas bloqué. Hein? Non, c'est clair. Et des gens disent, j'ai peur d'oublier mon texte. Ouais, mais ton texte, c'est ta vie. Tu vas pas oublier ta vie. Au pire, si tu oublies ton texte, raconte ta vie. Ta vie. Tu racontes le moment. Et ça sera pas dit de la meilleure façon, peut-être, mais au moins, ça va être OK. Mais donc, je peux encourager... T'as vu, je me suis retourné vers le public et rapidement, je suis revenu en disant comme OK. Mais donc, je peux encourager les humoristes qui écoutent cet épisode à te contacter. C'est quelque chose que t'aimes faire, que j'adore. Bah, j'adore et
c'est tellement enrichissant. Là, j'ai une nouvelle personne qui est venue me voir. Je ne sais pas si elle veut que je le dise, donc je ne veux pas dire qui c'est. C'est Florence Foresti. Non, Et elle m'envoie son texte. Elle dit, je ne sais pas si c'est bien ou quoi. Et je vois le texte. Et vraiment, le texte, il est incroyable sur un sujet incroyable. Il a besoin d'être retravaillé. En fait, c'est comme une boîte Ikea, tu vois. Il n'est pas dans le bon ordre. Mais on s'en fout, ça, c'est du détail. Là. Et je lui dis, merci, parce que moi, je sais, avant tout le monde, que dans 5-6 ans, il va y avoir quelqu'un qui va cartonner. Ce sketch-là, je le sais que tu vas pouvoir le jouer pendant 4 ans. Et je sais que si tu veux, il va être sur la chaîne de Montreux dans 5 ans, si tu veux. Et c'est fantastique de pouvoir avoir ça, parce que aussi après, maintenant ça fait des années que je fais ça, et ça arrive, il y en a qui cartonnent, et puis après ils disent, mais tu vois, tel truc, ça a marché, t'avais raison. Je fais, ouais, mais arrête de me dire merci, c'est toi. Je t'ai juste dit, t'as raison de croire que t'es capable. Et souvent mon job, c'est que ça, c'est de dire, t'as raison de croire que t'es capable. Mais on a besoin de l'entendre, en vrai. Ben ouais, et merci de venir chez moi pour l'entendre, mais une fois que tu sais que t'as raison de croire en toi, il faut que tu bosses. Et je dis ça aux autres, mais devine ce que Flavie et tous les gens qui travaillent avec moi me disent. Applique tes propres conseils. Oui. Moi, Flavie, elle m'a déjà dit, putain, depuis qu'on est ensemble, tu m'as donné plein de bons conseils. C'est dommage que tu les aies pas écoutés. Tu aurais pu évoluer autant que moi. Tu vois. Et c'était pas arrogant du tout. Elle avait totalement raison. Et c'est le même principe pour ça. Genre, j'arrête pas de dire que les humoristes sont paresseux et passent pas assez de temps à écrire. Devine, c'est quoi mon plus grand problème? Ceux n'arrivent pas à écrire. Exactement. Donc, ce que je fais, parce que moi, j'ai envie de bien paraître, je crée 22 projets. Comme ça, j'ai quand même l'air occupé. Mais c'est juste que je me touche les couilles 22 fois. Mais tant que tu le dis pas, tu peux pas t'améliorer, puis tu peux pas... Exactement. Et donc, c'est... Voilà. Ouais. Mais je joue en février mon premier spectacle le 20 février au Réservoir Bar. Merci. C'était mon petit moment promo pour moi. Mais c'est pas. Excuse-moi, Régis, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as enfin sorti ton spectacle complet? J'espère que ce n'est pas le 19 ou le 21 février. Non. Je suis occupé les deux. C'est le 20? C'est le 20. Jeudi 20. Est-ce que ça va être dans une salle ou est-ce que moi, tu sais, ce que je trouve qui est vraiment agréable, c'est quand je vois un spectacle plutôt dans un bar. Mais. Ouais. Ça serait le Réservoir Bar même. Mon Dieu, c'est incroyable. En tout cas, c'est bien parce que je voulais faire cette petite parallèle discret, tu vois, pour poser une question. Mais maintenant, ça fait le gars. Mais faire de la promo discrètement, c'est faire de la mauvaise promo, Régis. C'est vrai. Quelqu'un dit, je vais faire de la pub dans le journal, mais discretos. La pub, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est quoi? Va au bout de l'idée. Bon, d'accord, venez le 20 février. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Tu sais, quand on dit s'assumer, ce que tu dis, tu veux pas glisser de la promo rapidement. Ce que tu dis, c'est j'aimerais profiter de mon podcast parce que si, putain, il y a 10% des gens qui écoutent le podcast et viennent voir ce que je fais. Il y a un tir d'Olympia aujourd'hui. C'est ça. En plus, je pourrais réussir, je pourrais avancer dans mon truc, dans ce que tu veux. Moi, un jour, je voulais avoir une chaîne YouTube monétisée et pour ça, il faut que tu arrives à 1000 abonnés puis 4000 vues 4000 heures de vues dans l'année. Et je me rends compte que genre, j'ai du mal à arriver jusqu'aux 1000. Je suis genre à 750, des trucs comme ça. Et je vais sur Facebook et je dis juste, j'aimerais ça arriver à 1000 sur YouTube pour pouvoir être monétisé. Est-ce que vous pouvez vous abonner, s'il vous plaît? J'ai chopé 500 abonnés. Et je fais, on se casse le cul. Mais c'est de l'ego, hein? Ouais. Le fait de ne pas vouloir faire de la... Un jour, j'avais dit à Navo, je fais, ça m'emmerde de faire de la promo, tu vois, je suis gêné. Il fait, c'est normal, parce que tu veux être un génie. Tu veux être la personne qui n'a pas besoin de faire de la promo pour que ça cartonne. Donc, comme tu as de l'ego, tu n'oses pas faire de la promo parce que tu penses que c'est en dessous de toi. Parce que tu voudrais que ça cartonne sans que tu aies besoin de faire de la promo. Oui, mais bon, si tu commences à avoir raison, il me fait mal paraître aussi. Ouais, tu vois. Ça, voilà. Moi, de base, je disais ça surtout pour poser une question. Ta date du 20, le 20 février au Réservoir Bar. Et c'est quoi les sujets dans ton spectacle? Parce que tu dis, je vais jouer, les gens qui t'aiment vont venir. Maintenant, il faut que tu chopes les gens qui sont intéressés par ce que tu dis. Est-ce que tu es du genre de gars... En tout cas, ce qui est bien, c'est que j'ai la main mise sur mon podcast. Et ça, j'aime beaucoup, tu vois. On voit que je maîtrise, tu vois. Je suis le boss, tu vois. Et ça, j'aime beaucoup. Je parle de beaucoup de ma copine. Je parle beaucoup d'amour. Parce que j'ai envie de pas être un humoriste qui clash sa copine et qui, au contraire, dit qu'il l'aime. C'est un putain, peu ça fait... Genre, en gros, essentiel. Tu peux commencer en disant, moi, ma femme, elle est chouette. Fait... Wow. Il a oublié de dire qu'elle était conne et que sa belle-mère, elle est chiante. Mais je suis d'accord. Mais tu vois, toi aussi. C'est le gros du sujet. Après, il y a le fait que je veux pas d'enfant. Du coup, il y a un sketch sur la vasectomie. Je parle de mes frères qui m'ont un petit peu tabassé et qui fait que maintenant, je suis un boss dans un podcast parce que je maîtrise bien les situations et je me sens à l'aise quand on m'attaque. Et ça, c'est bien.
C'est intéressant. Et tu vois, je disais que j'ai fait beaucoup d'humour par vengeance parce que j'aime l'humour, j'ai vu des trucs nuls. Tu viens de dire la même chose. J'ai voulu faire un spectacle où genre, je valorise ma copine parce que j'en ai plein le cul d'entendre des humoristes qui trouvent ça marrant de taper sur une personne qui est pas là parce que faire des bonnes blagues misogynes, ça, c'est rigolo. Hein? En vrai, c'est l'idée de départ, c'est ça. C'est vraiment c'est le truc que j'aimais le moins dans le stand-up. C'est mon art préféré. Et il y a plein de gars qui montent sur scène et juste leur angle, c'est « ma femme me fait chier ». Mais je suis là, c'est toi qui l'as choisi. Personne t'oblige à rester. Elle est qui elle est, c'est ça. Fais pas un spectacle, fais un déménagement. Mais oui. Tu cherches des gens pour t'aider à déménager parce que j'aime bien porter des trucs aussi. C'est ça. Mais donc voilà, c'est intéressant. Et en fait, je te dis ça parce que je sais que c'est ce que moi je dois faire. Des fois, je fais de la promo en disant voici une vidéo. Fait non, putain, mais dis de quoi tu vas parler. Pourquoi est-ce que les gens se bougeraient le cul? Il faut que tu donnes une justification, tu vois. Mais donc, de base, oui. Je parlais de mon spectacle le 20 février au Réservoir Bar. Le 20 février, donc? Au Réservoir Bar. C'est dans les Marolles. C'était pour te poser une question. C'est qu'est-ce que tu conseillerais à un ou une humoriste qui veut faire son premier spectacle? Ce serait quoi ton conseil essentiel, principal? Apprends à faire de la promo. Non, non, plus sérieusement, je crois que c'est des trucs que je t'ai déjà dit. Pour moi, il y a deux phrases. C'est qu'est-ce que tu penses que les gens pensent de toi avant que tu parles quand tu montes sur scène? Ils t'arrivent, ils te voient, parce que ça, c'est le point de départ de ton spectacle. Parce que ton spectacle, c'est toi qui vas prendre là où les gens sont, et puis tu vas faire le chef d'orchestre émotionnel pendant 1h, 1h10. Tes blagues, les mots que tu dis, c'est pas ça ton fil. Ton fil, c'est les réactions que tu provoques chez les gens à chaque fois. Et tu dois être conscient. Soit quand les gens font « Ah! » T'es supposé le savoir. Quand il y a un silence, t'es supposé le savoir. Et pourquoi t'as choisi de dire un truc qui allait amener un silence? Tu dois être en maîtrise. Oui, le texte, oui, du contenu, mais du parcours émotionnel des gens qui vont venir te voir. Et pour ça, si tu sais pas c'est quoi leur point de départ, ben c'est un faux départ. Et donc, faut que ça, c'est important. Et le deuxième truc, c'est juste, si un journaliste qui vient te voir, qu'est-ce que tu aimerais qu'il écrive comme article le lendemain? Ben, écris-le, check ton show, vérifie si ça correspond. C'est comme un labyrinthe, en fait. Pars du début, puis pars de la fin. Normalement, tu vas être capable de trouver le chemin entre les deux. Très bon conseil. Je prends. Merci. Pour une fois, tu vois que c'est un conseil qui t'est réfléchi parce que ça a duré pas 86 minutes. C'est ça. Pour le dire. Et j'ai fait des demandes aux gens du centre culturel de me faire des petits appels de lumière pour voir le temps qui passe. Et donc, je vais continuer sur mes questions. Okay. Parce que j'avais pas prévu de devoir faire une promo. Ensuite, donc le 5 juillet 2021, tu rentres en Belgique. Ensuite, tu remontes sur scène. Tu remontes sur une de mes scènes préférées, qui est la Comédie en Île à Liège. Comment c'est de retrouver la scène après tant de temps sans en faire? Et est-ce que tu n'étais pas un peu rouillé? Parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, je fais pas de stand-up pendant un mois. Quand je remonte sur scène, j'ai du mal à le faire. » Est-ce que toi, tu as eu cette impression? Quand je connais des gens qui jouent tous les jours, qui disent « Putain, ça fait une semaine, j'en ai pas fait, c'est chaud. Ça me semble un peu... Mais plus tu es élite, plus ça va. Dans ce cas-ci, je crois pas que la personne était élite, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Mais moi, oui, en fait, j'étais rouillé. Mais la rouille, encore une fois, c'est une bonne excuse. Tu vois. Tu peux dire que tu étais rouillé ou tu peux dire la vérité qui était j'étais pas prêt. Je suis arrivé pas préparé, quoi. Mais donc voilà. Donc ouais, c'était pas très bon. Okay. C'était juste au moment des inondations et je me souviens d'avoir fait des blagues sur les inondations. Ben non, qu'est-ce que tu fais? Je me souviens que la blague était, c'est quand même dommage que c'était de l'eau et pas de la bière parce que vous auriez réglé ça en 5 minutes. Mais genre, littéralement, il y avait encore, je crois, des maisons qui passaient dans la rue à ce moment-là. Tu vois? Donc c'est quand t'es pas prêt, tu sors un peu n'importe quoi, tu dis un peu n'importe quoi. Donc c'était pas respectueux pour le public et j'en suis, s'il y en a qui étaient là cette fois-là, je suis désolé et c'est quelque chose que j'essaie de corriger. Et même si ça fait 4 ans que t'en as pas fait, si t'es bien prêt, ben il y a l'excitation d'être là et le fait que oui, il y a un petit décrassage à avoir, mais faut pas non plus qu'on en fasse toute une histoire. On raconte des blagues. Est-ce que t'es vraiment rouillé de parler? Après, bon, il y a la fusion avec le public, le rythme, la cadence, ouais, mais tu vas choper ça. Pas grave, ça va aller. Mais là, non, j'étais juste pas prêt. Donc, c'était pas bon. Okay. Et à partir de septembre 2021, là, tu lances ton projet que tu as appelé Anastasis. Donc, tu expliques que tu vas proposer 9 dates de 1h30 pendant lesquelles tu vas créer un spectacle en live. C'est ta façon de créer les spectacles. Donc, tu fais 3 dates avant de reprendre le projet après, en avril 2022 au Comedy Quête. Ouais. Pour ce projet, donc, tu arrives sur scène avec quelques thèmes, quelques idées, et ensuite tu improvises
tout le spectacle devant un public qui est prévenu. C'est pas une prise d'otage. Ouais, sinon c'est pas gentil. Et tu découvres les blagues avec le public. Et tu as une super formule pour dire ça. Tu dis que c'est de l'unboxing de la farce. Je me souvenais pas que j'avais dit ça. Putain, Moi, c'est vrai que je suis bon, quoi. Ouais, c'est vrai que t'es bon. Mais c'est une bonne formule parce que toi-même, tu découvres les blagues sur scène en improvisant pendant 1 heure. Ouais. Ça, c'est la première étape que tu viens faire. Et tu avais écrit sur tes réseaux sociaux, après ce projet, j'ai sincèrement vécu un de mes plus beaux moments sur scène de toute ma carrière. Je m'étais jamais senti aussi libre. Qu'est-ce qui fait que tu te sois senti aussi libre à ce moment-là? Parce que c'était déjà ta manière de créer d'avant. J'avais beaucoup travaillé avec mon épouse à ce moment-là et on avait travaillé sur le fait d'enlever les béquilles. Elle dit, si tu veux aller 1 heure, ça fait des années que tu fais ça, il y a des trucs. Je peux improviser n'importe où, n'importe quand. Il y a des trucs pour faire rigoler et tu peux les utiliser. Et un des trucs que moi j'utilisais beaucoup à l'époque, c'est je faisais le mec trop confiant. Donc hyper prétentieux en disant comme ça fait plaisir d'être là. Rien par rapport à vous, t'as la chance, quoi. Ça doit être incroyable, quoi. Déjà, vous êtes venus en couple, donc t'es pas obligé d'entendre l'autre personne pendant 1 heure. Quelle chance, quoi. Moi, je serais vexé à ta place. Toi, elle t'écoute gratuit, moi, elle me paye pour que tu. Mais en même temps, et puis j'allais genre à fond. Et plus quand tu te exagère, tu deviens ridicule et ça devient drôle, mais ça n'a pas vraiment de valeur parce que c'est pas ça mon spectacle. Et donc, on avait travaillé avec Flavie, elle me dit, essaie de perdre tes béquilles. Ça. Et donc, la vulgarité pour la vulgarité, laisse tomber. Le fait de faire le mec prétentieux, laisse tomber. C'est accepte d'essayer vraiment. En fait, fais du premier degré. Et il y a une fois, j'avais vraiment réussi où j'avais pas utilisé ces béquilles-là. J'avais juste essayé de faire des blagues et de faire des trucs et je m'étais senti bien et j'avais trouvé ça incroyable de pas tricher, en fait. Parce que c'est tous des petits cheat codes et qui permettent de sauver la soirée, mais qui avancent pas ta carrière du tout. Et elle me connaît depuis assez longtemps pour être capable de le voir et de le dire. Et elle m'a vraiment collé là-dessus. Et elle était venue, elle dit, comme ça, je viens, je suis sûr que tu vas pas, par facilité, tel truc, je vais te mettre la pression. Et c'était super gentil de sa part et ça a fonctionné. Donc là, je m'étais senti vraiment bien. Et est-ce que toutes les dates se sont bien passées? Parce que moi, tu me dis 1 heure sur scène avec juste des mots-clés, tu m'exprimes mon plus gros cauchemar, vraiment. Ouais, mais je pense que du coup, tu devrais le faire. Parce que si ça te fait peur, une fois que tu l'as fait 10 fois, ça te fait plus peur, tu vois. Moi, des trucs que j'ai pas fait et que maintenant je considère qu'il est trop tard. Moi, je déteste appeler les gens. J'ai une phobie, le fait de décrocher et d'appeler les gens. Et quand je dois appeler même le service à la clientèle, j'écris le texte avant. Et je lis mon texte, tu vois, alors que c'est quand même mon job d'écrire et de parler en public. Et là, je dois faire comme bonjour. Et je lis le truc et des fois, je bégaye, je commence à essayer de m'excuser. Et clairement, ils en ont rien à foutre. Et je deviens gêné et ça va pas du tout. Et donc, non, ça s'est pas bien passé. Il y a des fois, ça s'est pas bien passé. Mais si tu le fais, j'ai souvent pris des faux risques. Les faux risques, ça a l'air d'être hyper risqué, mais au final, ça ne l'est pas tant que ça. Genre, si tu dis, je vais improviser pendant 1h30, les gens font comme, oh, incroyable, mais ils te pardonnent tout. Et moi, je le sais, je leur dis, genre, j'ai fait 10 dates, j'ai besoin d'un nouveau spectacle qui dure 70 minutes. Si j'ai 7 minutes sur l'heure et demie qui est bien, j'ai réussi ma soirée. En fait, qui est suffisamment bien pour pouvoir être retravaillé, pour être bien, j'ai réussi ma soirée. Donc, si je fais 1h30, s'il y a 83 minutes, pas bien, j'ai quand même réussi ma soirée. Et après, puis quand ça fait plusieurs fois, ça se déroule un peu tout seul. Mais non, il y a une fois entre autres, j'ai fait un malaise en sortant de scène. Okay. Pendant le show, Cody venait faire un autre morceau. Et j'étais contre le radiateur. Je commençais à avoir des tremblements et tout. Et il y a des gens qui ont dû m'aider. Oh, wow. Et des gens qui ont dû venir me reconduire chez moi. Donc ça s'est pas bien passé. Oui, j'avoue. Mais sinon, non, des fois, c'était pas marrant. Non, des fois, c'était vraiment pas marrant. En fait, pas marrant, c'est pas très grave. Mais des fois, moi, ce qui me dérange, c'est quand c'est raté. Mais raté, genre, je pensais que c'était marrant, mais en fait, j'ai fait la parodie du troisième sexe pour prendre un exemple parmi tant d'autres. Toi, tu me dis ça, mais moi, je me dis, waouh, des longs passages pas drôles, c'est dur. Moi, j'ai fait cette semaine-ci un passage que j'avais écrit et que ça n'a pas ri. C'est dur. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Toi, c'est un passage que tu as écrit qui normalement marche et là, marche pas. Ouais. Et le public vient voir. Le fait que les gens ne rient pas devant toi quand tu t'exprimes devant eux et qu'ils attendent quand même un peu du rire, c'est dur quand même. Moi, c'est pas ça qu'ils attendent. Moi, ce qu'ils attendent, c'est de voir quelqu'un qui va travailler. Est-ce qu'il va se planter? Mais faut arriver à avoir le public qui est prêt pour ça. C'est comme aujourd'hui, par exemple, on fait un podcast, il y a 2 personnes qui sont parties pendant le truc, je pense que c'est pas ça qu'ils attendaient, tu vois, par exemple. Oui, mais c'est très bien. Ils ont fait un petit signe, super gentil. Et
Il faut enlever l'ego, encore une fois. Ouais, trop d'ego. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle se fasse chier pendant 1 heure, ça? C'est pas gentil. C'est pas faux. Je préfère qu'elle parte et puis après ça, une autre fois, elle va te voir dans un autre truc pour faire oui, je me souviens. Et ça devient. Les carrières, c'est super long, hein. Ben, pas pour tout le monde, mais. Mais. Tu me renvoies encore sur un truc que je constate à force de faire de plus en plus de scènes, c'est que de l'ego qui me... Si t'avais pas d'ego, tu ferais pas ce métier-là. C'est pas normal de vouloir. Pourquoi est-ce que tu veux que des gens que tu connaisses pas rient à tes blagues? Évidemment que si les gens qui devaient t'aimer t'auraient aimé, t'aurais pas besoin de faire ça. Tu vas chercher de la compensation ailleurs. John Lennon disait si mes parents n'avaient pas divorcé, j'aurais été heureux, je serais devenu dentiste. Et c'est exactement ça. Pourquoi? Moi, la raison pour laquelle je fais de l'humour, c'est que quand j'étais jeune, j'ai appris que quand tu fais des blagues, alors ça va. Si des gens s'engueulent, tu vois, c'est tendu en famille, tu fais des blagues, ça va mieux. Mon grand-père, que j'aime de tout mon cœur, était malade, mais il me trouvait drôle. Donc, quand il rigolait, il était pas malade. Donc, je fais des blagues comme ça, les gens meurent pas, Régis. Ben, c'est pour ça que ça me dérange pas de faire 1h30 devant des gens que je connais pas. Oui. C'est rien par rapport au fait de devoir être drôle pour que ton grand-père meure pas, Régis. J'avoue. C'est pas normal de faire ce métier-là. Non, c'est vrai que c'est pas normal. Pourquoi? Mais si t'es drôle, sois drôle avec tes potes. Moi, je suis ton pote, je suis vexé. J'ai un ami qui est drôle, puis à la place d'être drôle avec moi, il s'en va être drôle devant des inconnus. Espèce de catin. Catin du rire. Et je continue à être le boss dans mon podcast, et ça, j'aime bien. Sérieusement, est-ce que si tu me dis, hein, si tu veux que je... Non, t'inquiète pas. OK, parfait. Parce qu'avant, je te disais, c'est drôle. Après ça, j'étais en bagnole, je fais, ça se trouve, il m'a quand même dit 3 fois que je prenais trop, tu vois. Et après, j'angoisse. Donc voilà. Non, t'inquiète pas, tu me renvoies juste à être honnête avec moi-même, ce qui est mon métier, mais c'est mon ego qui parle et qui fait merde, il a raison. Oh, j'aurais dû préparer plus cette question avant de la poser. Oui, mais c'est la quête d'une vie, ça, espérer que les gens qui ont raison aient tort. Je sais pas si t'as remarqué, mais la plupart du temps, quand un pote te demande un conseil, il connaît la réponse. Et souvent, moi, je me suis rendu compte, dans ma vie à moi, en tout cas, c'est peut-être mes amis qui sont bizarres, mais 99% du temps, quand on te demande un conseil, c'est toujours le même, des mots différents, mais pour dire, tu vois la chose que je devrais faire et que j'ai pas envie de faire, est-ce que tu as une idée pour que j'ai pas besoin de la faire? Et le seul conseil, en général, c'est « ben non ». C'est ce que je pensais. Ça résume 99% des demandes de conseils. Tu vois. Honnêtement, si la question est claire, la réponse, tu la sais. Tu crois que je devrais rester avec? D'après toi. Oui, mais quand même. Quand ça commence par oui, mais quand même, tu as la réponse. Ouais. Mais je me disais, ouais, donc tu négocies avec toi-même, ça. Mais donc, c'était pas si dur en fait. Je sais pas pourquoi je t'encense depuis tout à l'heure à dire que c'est génial ce que t'as fait. C'est très facile de faire une. Ben non, mais il y a aussi, t'as des prédispositions. Moi, je crois que j'ai eu des prédispositions là-dessus. J'ai eu un contexte de vie qui fait que. En plus, moi, je suis un Québécois en Belgique. Dès que j'ouvre la bouche, on pense que. Genre, c'est trop génial, ça me permet de voyager. Bon, on est à Morlanoué. Tu vois, moi, je me sens très à Morlanoué quand même quand je parle. Et donc, tu sais, prends 2 enfants. Il y en a un, chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu lui dis que c'est une grosse merde. Et l'autre, tu fais Waouh, c'est génial ce que tu dis. Lequel des deux a le plus confiance en lui? Je pense le deuxième. Ben, c'est ça. C'est pas. Moi, j'ai la chance, genre. Ouais, mes parents m'ont aimé. Et ça aide à avoir confiance quand tu parles. Et puis aussi, on m'a appris que, genre, si tu fais des blagues et que c'est pas marrant, il y a quand même 12 personnes qui vont te donner un job, tu vois. J'ai moins peur d'aller en public faire des blagues. Et puis après ça, tu développes un truc, puis tu développes un public. Puis moi, j'ai un vrai... Mon amour pour le stand-up a toujours été sincère. Et dans le public, la moitié des gens, c'est des humoristes ou des gens qui auraient voulu être humoristes qui sont curieux de voir quelqu'un travailler. Parce que d'habitude, tu vois pas cette partie-là. Et de dire que, oh shit, tu peux aller voir pour vachement moins cher la partie de travail. C'est un documentaire sur les coulisses de la création de la farce, en fait. Mm-hmm. Et quand c'est vendu comme ça, les gens savent ce qu'ils viennent voir et ça devient chouette. Mais d'ailleurs, en parlant des coulisses de la blague, ce projet, donc on parle de 11 heures de matériel. Tu l'as documenté dans un podcast en collaboration avec BX1 qui s'appelle « J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie ». Ouais. À partir de quand s'est née cette idée de faire un podcast sur tout le processus créatif et la création de ce spectacle? Et pourquoi cette envie de faire un podcast? Par amour pour le métier aussi, je me suis vraiment dit, si on m'a demandé, la question qu'on m'a posée peut-être le plus souvent, c'est j'ai envie de faire du stand-up, comment m'y prendre? Et je me dis, tu sais quoi, là, je pourrais juste leur dire comme ça. Écoute ça, tu vas entendre les galères, les trucs chouettes, les étapes, les processus. Et en fait, quand j'ai commencé à m'enregistrer, j'avais déjà fait un peu par moi-même. C'était, je crois que ça s'appelait Making a 3e spectacle. C'était à l'époque, il y avait un docu qui s'appelait Making a Murderer. Et donc, j'avais trouvé que j'étais tellement marrant de faire Making a 3e spectacle. Comme ça, personne ne comprend c'est quoi. Et donc, c'est un excellent titre. Mais
Et je l'avais fait un peu par moi-même. Et je m'étais dit, je vais enregistrer les passages et puis on verra bien ce qu'on en fait. Et à ce moment-là, c'est le moment où j'avais fait des chroniques avec la RTBF pendant une très courte période. Et je m'étais fait approcher par BX1 qui disait, est-ce que tu as envie de collaborer, faire un projet? Puis je dis, justement, j'ai peut-être un podcast que j'aimerais faire sur les coulisses de la création d'un spectacle. Et ils ont trouvé ça super intéressant. Et donc, comme je testais tout ça à Bruxelles en plus, et il y a quelques humoristes bruxellois qui intervenaient, on a décidé de mettre ça en place. Donc, c'est en 2 parties. Et voilà, la deuxième partie vient d'être... je crois que le premier épisode a été lancé au moment où on enregistre le podcast. Ok, mais la première partie est passionnante. Il y a des gens qui veulent tout le processus d'écriture. Moi, j'ai adoré écouter ça. C'est gentil, c'est passionnant, mais c'est de niche. C'est de niche, oui. Parce que tu entends des gens... C'est déjà de niche d'écouter ce podcast. Donc, parler du podcast encore plus niche, je pense qu'on rentre dans une autre niche. C'est la poupée russe de la niche, de la blague. Là. Pendant 1 heure, tu entends Flavie et moi, parce qu'on écrit ensemble, Flavie et moi qui peuvent parfois chipoter sur 3 lignes, sur 3 vannes. C'est passionnant, ça. Et moi, j'avais peur de ça, c'est que vous soyez trop souvent d'accord. Non, mais ça t'était vite rassuré. Hein? J'étais vite rassuré. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais si on travaille ensemble, j'ai peur que tu sois vexé. » Moi, je travaille avec Flavie et je lui demande de ne pas me ménager parce qu'on n'a pas le time. Et je confirme, elle ne te ménage pas. Non, mais c'est ce que je lui dis. Et c'est exactement ce que tu lui demandes, mais c'était sa peur quand elle a commencé de faire le podcast, c'est qu'elle sonne comme une personne désagréable parce qu'elle te fait que des retours quand c'est quelque chose qui ne va pas et qui peut s'améliorer, et elle le fait de façon très cash, et il faut l'être. Je reconnaissais beaucoup ma copine quand je lui parle d'un sketch et qu'elle me dit « ça, c'est de la merde », et je fais en effet. Mais c'est très bien, et c'est super passionnant à écouter. Je vous invite vraiment à écouter ce podcast, c'est super intéressant sur la création du spectacle. Tu as aussi expliqué pourquoi tu choisissais Flavie pour travailler avec toi. C'est ton éditrice, c'est elle qui est venue voir tous tes passages et qui a pris des notes et qui après te demande un truc que j'avais jamais entendu personne pour créer un spectacle. C'est que, donc la première étape, il va tester dans un comedy club, il joue pendant 1 heure en improvisation sur plein de thèmes. Après, tu montres ça, tu en rediscutes avec Flavie qui est venue voir, et après tu dois faire une nouvelle étape, c'est aller écrire sur le sujet, développer ce que tu as amorcer. Les trucs sont intéressants. Fait ça, c'était pas mal, ça, c'est un angle intéressant. Et donc, je repars avec ça. Et elle me donne une mission qui est toujours la même. C'est de parler du sujet à fond, sans filtre, sans blague. Juste, qu'est-ce que tu veux exprimer, pourquoi tu veux l'exprimer, mais pas de blague. Et ça, je pense que c'est la seule fois dans un podcast de quelqu'un qui crée quelque chose, en tout cas en humour, que j'ai entendu « ne fais pas de blague ». Ouais, mais ça dépend ce que tu vises encore une fois. Et si tu veux faire un truc qui est très bon, il peut pas être plus drôle qu'intéressant, puis il peut pas être plus intéressant que drôle. Et quand tu écris des blagues, les humoristes, on a tendance à tomber amoureux de nos blagues et on va absolument sauver une blague parce qu'elle est drôle. Mais tout le monde s'en fout de ta blague. Si ta blague est sur un sujet qui est pas intéressant, jette ta blague. Et une des façons de s'assurer de pas écrire des blagues sur des sujets pas intéressants, c'est de d'abord te dire pourquoi tu veux parler de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si dans ton texte, il y a ce que tu veux dire et les blagues autour, t'as pollué, en fait, l'intention. Et donc, en mettant que l'intention, c'est un peu comme les musiciens vont souvent dire, si en acoustique, la musique est bonne, avec les arrangements, ça va être top, mais d'abord, on va le jouer en acoustique. Mais pour moi, faire un sketch d'humour sans blague, c'est l'équivalent de écrire en acoustique. C'est-à-dire, je veux parler de ça pour dire tel truc, tel truc. Et tu vois si c'est de la qualité. Parce qu'après, faire des blagues, parfois, c'est un cache-misère à de la médiocrité intellectuelle. Et le fait de déshabiller ton contenu de ces blagues, c'est de pouvoir pointer là où tu fais comme des couilles. Tu essaies de passer un truc merdique juste parce que tu veux glisser une vanne par-dessus. Et c'est sa très grande force, je trouve, à Flavie, parmi toutes les forces, mais elle voit les systèmes de façon très, très claire et elle me dit, toujours en fonction de ce que moi je dis, tu veux faire un spectacle dont le contenu est intéressant, ben voici les étapes à suivre. Et je le fais et c'est comme ça qu'on avait écrit les chroniques ensemble et ça avait très, très, très bien marché. Mais je vous invite vraiment à écouter le podcast. C'est passionnant, en tout cas pour les gens qui veulent créer un spectacle, qui veulent écrire, c'est passionnant. Oui, c'est ça. Moi, je me dis, honnêtement, le nombre de vues qu'on a, c'est sûr que tu dis qu'il y a 300 personnes qui font du stand-up, c'est sûr qu'on va arriver à 301 vues. Genre ma mère puis ces 300-là, les autres, je ne sais pas. Mais normalement, si tu veux faire du stand-up, ben écoute ça. Non, franchement, et allez écouter. Je conseille, il y a plein de gens qui écoutent ce podcast qui s'intéressent à l'humour et à l'écriture, donc je pense que ça peut rejoindre le public, je pense. On est effectivement, le diagramme de veine entre les deux est pas mal, quoi. Ça devrait fonctionner. Ensuite, en juin 2022, tu partages ton passage dans le festival Hilarious, dans lequel tu parles de l'alcool en Belgique et dans le nord de la France. Et tu as dit sur tes réseaux, c'est rare d'être content d'une vidéo de soi, mais cette fois, c'est le cas.
Pourquoi tu es content en particulier de ce passage-là? Ah ben ça a changé, je suis plus content du tout. Ok. Mais à l'époque, il était content. Je vous promets, mes recherches sont bien faites. Je te crois. À l'époque, j'étais très content. Je me disais, OK, c'est un sketch que j'ai fait pendant des années et dans sa version la plus aboutie. J'avais essayé de faire un peu de style vestimentaire quand même. C'est super bien filmé. Souvent, j'aime pas le mix son quand les sketchs sont tournés parce que ça rend pas ce que ça rendait dans la salle. Et il y a rien de pire que regarder un truc d'humour avec réaction du public et que le public soit semi-inexistant. Tout ce que ça dit, j'entends moi une voix qui par-dessus le sketch fait « Et cet audio vous rappelle que ce n'est pas marrant. Ça me fait plaisir de vous rappeler à quel point tout le monde se faisait yesh dans la salle cette journée. C'est un rappel que vous perdez votre temps à regarder cette bouse. » Et là, le mix son était vraiment super intéressant, super bien fait. Et donc, c'était cool. Et puis après ça, à Montreux, ils ont une puissance de feu où ils t'envoient ton sketch. D'office, tu vas faire la patate de vue avec. Et c'est toujours flatteur. Moi, j'ai pas fait beaucoup de buzz dans ma vie, mais c'est toujours flatteur de dire « Ah, tiens, j'ai un sketch. » Et tu cliques et tu vois les vues monter en temps réel. Donc, c'était chouette. Mais dans ce passage, tu dis une phrase, moi, qui m'a beaucoup parlé, parce que je bois pas d'alcool. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec la phrase. Tu dis, c'est plus facile d'être alcoolique que sobre dans ce coin. Tout à fait. Je pense encore que c'est vrai. Oui. C'est juste que ce que je voulais montrer, c'était les dangers... L'intention de départ, c'était les dangers de la banalisation de la consommation d'alcool. Mm-hmm. Et le fait que même si tu racontes, je raconte des trucs que j'ai fait sous alcool qui sont illégaux et assez horribles, et tout le monde se poile. Mais le problème, c'est que je pense que c'était une grosse erreur, c'est que j'ai adoré le fait que les gens rigolent et j'ai délaissé l'intention de départ et j'ai été à fond sur le rire. Donc, ce qui était supposé être quelque chose qui illustre un point qui fasse sens, et en fait, plutôt quelqu'un qui sert d'un vrai problème pour se mousser et faire des blagues pas toutes ouf. Okay. Voilà. Mais dans ton nouveau spectacle, tu abordes le fait que tu as arrêté de boire. Ouais. Comment c'est accueilli en Belgique où c'est si compliqué de dire qu'on ne boit pas? Parce que moi, je dois me battre des fois pour dire je peux juste avoir un coca, s'il vous plaît. Ouais, donc, comment c'est accueilli ça, que tu parles ouvertement de l'alcool, c'est pas ouf, que tu veux arrêter l'alcool, que tu as arrêté, d'ailleurs, félicitations. Merci. En fait, je sais pas comment c'est accueilli parce que je commence en cassant le truc directement en disant j'ai arrêté. La phrase exacte, c'est j'ai arrêté de boire le 1er décembre 2021. Et je fais une pause et il n'y a jamais de réaction. Et au bout de 2-3 secondes, tu as toujours genre un pelé de tondu qui essaie de démarrer une applause. Et je fais c'est ouf parce que n'importe où ailleurs dans le monde, tu dis j'arrête de boire, les gens te félicitent, les gens sont fiers de toi. Et ici, tu n'as pas des gens qui sont fiers, tu as des gens qui sont inquiets. Mais pourquoi il a arrêté de boire? Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que c'est le foie. Peut-être qu'il n'y a pas de thune. Je sais pas, on lui donne de la thune et un bout de foie, on va voir ce qui se passe. Tu vois? Et en adressant ça, et après, je fais juste le parallèle entre la consommation, et c'est ça, et là, l'angle, je pense, en tout cas, aujourd'hui, je le trouve intéressant, peut-être que dans le prochain podcast, je vais dire c'est de la merde, mais je fais le parallèle entre la consommation d'alcool personnel et la consommation d'alcool en tant que groupe société. Moi, mon histoire de vie a changé quand j'ai arrêté de boire parce que j'ai pas autant de loisirs que ce que je croyais, j'ai pas autant d'amis que ce que je croyais, et collectivement, c'est la même chose. La Belgique, vous n'avez pas autant de loisirs que ce que vous croyez, et vous n'avez pas autant d'histoire que ce que vous croyez. Ce que vous appelez tradition, ça fait juste longtemps que vous êtes alcoolique, c'est pas pareil, tu vois. Et je parle juste, genre, tout ce qui est folklore, c'est mignon, folklore, mais genre les Gilles de Binge sobres, ça dure 5 minutes, quoi. Le temps d'aller remettre Jean-Pierre dans son lit en disant tu dis qu'il y a de la merde, là, c'est 500 ans, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO, tu vois. Et je dis pas que c'est mal, et même, je suis allé faire, et je raconte justement, j'ai été faire 2 ans dans des familles, vraiment le carnaval de Gilles de Binge. Je dis juste que essayer de voir ça d'un angle de quelqu'un de sobre, le pitch, et puis donc je parle... Et ça, je pense que l'angle est intéressant. C'est de dire, genre, en Belgique, vous êtes fait dominer par tous les autres pays, mais ça n'a rien à foutre. Ça. Dire, nous sommes les Hollandais, nous sommes ici pour gouverner le pays. Fait chou, il y a encore quelqu'un qui veut travailler à l'administration communale gratuitement. Viens, on picole. Tu vois. Et c'est ça, pendant que les Français, les Espagnols et les Hollandais se battaient pour gérer le pays, vous aviez dit aux moines de faire de la bière. Comme ça, vous avez transformé les églises en bars parce que c'était facile quand t'es bourré, c'était le gros pic qui fait du bruit une fois par heure. Tu vois. Et là, je trouve que ça fait du sens parce que ça montre vraiment la banalisation, quoi. Je prends la phrase que j'ai entendue dans le public, c'est vrai qu'il y a de l'alcool partout. Il y en avait dans les écoles primaires. La Pied-Bœuf, qui est une bière... Et genre, quand j'en parle, en Belgique, les gens font « Ah, ça va, c'est de la 3%. Oui. Mec, le calcul, c'est pas 1 degré d'alcool par année de vie. Hein? Ah oui. De quoi? À la montée de lait, on donne de la bière. Mais on vous a dit ça dans un hôpital ou dans la rue? Un hôpital belge. Okay. Ouais. Hôpital belge, ouais, bah oui. Oui. OK, ben on vient d'apprendre quelque chose, apparemment.
Pour la montée de lait... Je vais aller regarder des études qui sont faites dans un autre pays que la Belgique. Oui, je crois oui. que le terme « c'est naturel » va disparaître de l'équation. Peut-être que ça marche, mais l'héroïne, pour se détendre, ça marche aussi, tu vois. C'est pas... Le problème n'est pas spécifiquement... Et j'en sais rien. Je veux pas... Genre, vous avez... Moi, c'est pour ça que je dis, c'est exactement ce que j'enchaînais en disant, mais je viens de me rendre compte, je suis en train de dire à une femme qui on a dit ça. Moi, je sais mieux, donc j'ai juste bien fermé ma gueule et aller regarder dans mon coin et vous remercier pour la contribution. Mais... C'était gênant, ça. C'était gênant. Il n'y a pas de montage dans ton podcast, on est d'accord, hein? Si, il y a du montage, Je retirerai ce que tu veux que je retire. Ben non, je veux que tu le laisses. C'est le point de dire, j'essaie de faire gaffe, à être honnête. Je veux au contraire que tu... Je veux que tu... Non, tu vas faire ce que tu veux. C'est ton podcast, c'est toi le je boss. suis le boss de ce podcast. Exactement. D'ailleurs, question suivante. Oui. En juillet 2022, tu fais le show Dan Gagnon and Friends. Tu partages la scène avec des humoristes qui te font rire. Tu fais des best-of de tes 4 premiers spectacles. Et le 22 août 2022, tu annonces que tu seras désormais en chronique dans le Réveil de Typique. Ouais. Ton projet dans ces chroniques, c'est, je te cite, de tout cramer. Ouais. Avec cette phrase que j'ai adorée. Au moins, il y a une justice avec le feu. T'as jamais vu le feu brûler que les hommes blancs hétéros? Moi, j'ai adoré cette vanne. Très bien écrit. Ça explique très bien ton concept. Des fois, je rigole parce que je me souviens pas de toutes les vannes parce que j'écris avec Flavie encore une fois et d'après moi, ça c'est peut-être une vanne de Flavie. Je la trouve très drôle. Mais sinon, j'ai un peu l'air de bizarre à rigoler de mes propres vannes. Mais oui. Tu les as oubliés, c'est pas grave. Mais Hein? ça t'est venu comment cet angle de chronique de se dire on va tout cramer? Parce que de base, tout cramer, tu sens pas la poilade directement. Non, mais je crois que ça vient du jeu des pourquoi. Je me souviens un peu d'où ça vient. Je sais que c'est utilisé parfois dans le monde corporate, mais chaque fois qu'il y a un truc, si tu te demandes 3, 4 ou 5 ou 6 ou 7 fois pourquoi, tu vas toujours arriver au même endroit. Tu vas dire, j'aime bien faire des podcasts, pourquoi? J'aime bien entendre les gens parler d'humour, pourquoi? Parce que l'humour, c'est ma passion, pourquoi? Parce que ça m'apaise d'entendre rire, pourquoi? Parce que je suis angoissé, pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, au niveau familial, c'était compliqué, pourquoi? Parce que trauma générationnel, mes parents ont changé ça. Ah oui, oui. Et donc, tu veux pas d'enfant, c'est ça que tu me dis? Bienvenue à ma psychanalyse. Je suis désolé, c'est sorti tout ça. Mais... Et je crois qu'il y avait ce truc-là en disant, OK, on va faire des chroniques, mais pourquoi? Ben, pour essayer de faire rire. Mais pourquoi tu vas utiliser du temps d'antenne? Pourquoi tu vas profiter de pourquoi? Et je crois qu'on est arrivé à... Ce qui nous intéressait le plus, c'était d'arriver à montrer que des choses qui sont vues comme étant normales sont peut-être un peu bizarres, quoi. Et genre, dans mon spectacle, par exemple, je parle de polyamour et je dis, le polyamour, par rapport à la monogamie, ça a l'air bizarre. Mais si tu repars de zéro... La monogamie, c'est fucking weird. De dire comme, bon, OK, vu que t'aimes quelqu'un, ouais, ben cette personne-là n'a plus le droit de faire ça parce que son bonheur te rend insécure. C'est bizarre quand même, ça. L'école. Essayer de décrire le concept d'école. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, c'est des petits cartoons qui font « Tu vois comment les enfants apprennent bien en jouant? Ouais, ben c'est pour ça qu'on a fait la maternelle. Ouais. Ben à partir de la première primaire, fuck them! On va les asseoir puis on va leur rentrer de force. Et puis ça fait... T'es sûr de l'idée? Fait, ouais. Et il enchaîne avec tout ce qui est l'école. Et tu te dis encore une fois, si on te dit genre « Moi, je préfère pas mettre les enfants à l'école », t'as l'air d'un hippie bizarre. Mais si tu montres la création de l'école comme étant genre juste un entraînement aux horaires d'usine, etc., ouais, ça a l'air bizarre. On envoie les ados à l'école le matin alors que genre scientifiquement, ils sont pas faits pour être debout à cette heure-là. Et donc, c'est vraiment genre dire, mais je comprends pas, ils s'intéressent pas à la physique. Fait, ouais, moi aussi, si tu me réveilles à 3 heures du matin pour me parler de particules atomiques, ça se pourrait que je t'envoie chier, tu vois. J'avoue. Mais... Et donc, c'est venu de là. Parce que quand on discute avec mon épouse, on arrive toujours à ce niveau-là d'intensité. Et puis, faire comme, tu sais quoi, fuck des shit. Et ça devient hyper agressif. Et tu dis, ben au moins, tant qu'à être agressif, sois là contre des choses qui méritent ton agressivité. Quoi. Et ce qui fait que tu abordes des petits sujets légers, comme le système judiciaire et carcéral, la santé mentale, le système scolaire, l'Empire britannique. Et bien sûr, ta 5e chronique qui a fait un petit peu plus de bruit que les autres, qu'il s'agit de la chronique sur la Coupe du Monde au Qatar. Je ne sais pas si tout le monde a la référence. Oui, dans la salle, je vois des hochements de tête. Donc, c'est une chronique sur la Coupe du Monde au Qatar dans laquelle tu critiques ton employeur, la RTBF, de diffuser la Coupe du Monde. Ben non, je le défends. Tu le défends? Oui, ben oui, avec cette phrase, attention, la RTBF est diffuseur de la Coupe, donc je me suis demandé si c'était déplacé d'en parler ici, mais si pour la RTBF 6500 morts ça passe, j'ai de la marge. Et l'animateur Marco qui te dit juste après, ça a été un plaisir de te connaître. Oui, à la fin, il termine en disant, c'était un plaisir de te connaître, mon Dan. Honnêtement, tu attendais quoi comme réaction à cette chronique? Honnêtement, je m'en foutais un peu de la réaction. Okay. C'est parce que je fais pas des chroniques pour plaire à la RTBF. C'est pas ça mon job. Je suis pas dans le business de plaire aux diffuseurs.
Ils m'ont engagé, j'ai dit, je peux dire ce que je veux? Ils m'ont dit oui. Ben, c'est ça. Tu vas pas te plaindre après de ce que la personne fait. Et mon but précis, là, c'était de pousser à la faute. Je fais, vas-y, dis-moi que les blagues sur le truc te dérangent plus. Dis-moi que des blagues sur 6500 morts te dérangent plus que 6500 morts. Je te mets au défi de me dire que quand tu regardes toute cette histoire-là, le problème, c'est Dan Gagnon. Que le problème, vraiment, c'est de faire des blagues sur le... Si t'avais fermé ta gueule, on aurait pu diffuser ça tranquille. Tu vois. Vas-y, je te mets au défi de me le dire. Ils l'ont jamais dit. Ils ont tourné autour du pot solidement, mais ils l'ont jamais dit. Un jour, ils m'ont appelé en disant, il y a quelqu'un qui va t'appeler dans quelques jours pour voir avec le recul ce que tu penses de ta chronique. Je fais, OK. La personne n'a jamais appelé. Ils voulaient me faire dire à moi, pour ne pas le dire eux, que je regrettais et que j'avais exagéré. Je fais, putain, mais j'ai été doux avec vous. J'ai été doux parce que tout ce que vous aviez à faire... C'est vrai que tu vois, pour une boîte de communication, parfois, il y a des ratés. C'est de dire, voyez à quel point la RTBF est un média indépendant. Les critiques les plus intenses sur la diffusion de la Coupe du Monde, c'est nous qui les avons diffusées. Et c'est quelque chose qu'on valorise à l'intérieur de notre entreprise parce qu'on a un média d'intérêt public. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, moi? Je fais, ah oui, c'est vrai. Merci, bonsoir. Terminé. Fin de la polémique en 2 secondes. Mais quand tu n'es pas habitué d'avoir des gens qui disent ce qu'ils pensent, ben, tu ne sais pas comment réagir. Et donc, ils ont réagi... pas, en fait. Et moi, c'est parce que quand j'ai fait la chronique, il n'y a pas eu de conséquences. Hein. Personne n'en a parlé. C'est 48 heures après ou 36 heures après quand je ne sais plus quel média a décidé de sortir l'extrait puis il l'a mis en front page de son site Internet. Et après ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, tous les autres sites suivent parce que c'était la news la plus vue sur un des sites. Et ils sont dans le business de quoi? Dans le business de faire du clic. Donc, la news qui fait le plus de clics, ben, ils copie-collent. Et comme la chronique est très bien écrite aussi, parce que si elle était juste nulle, je pense pas qu'elle aurait été partagée. Ben, disons qu'on savait ce qu'on faisait avec Flavie et on savait que ça allait faire du bruit et donc il y avait intérêt à ce qu'il n'y ait pas de faille dedans, quoi. Et c'est pour ça que je dis pas genre il y a eu 6500 morts. Je fais, selon The Guardian, 6500 travailleurs sont... Parce que donc c'est écrit avec un avocat, entre un humoriste et un avocat. Mais du coup, si ça se retrouve dans tous les journaux, ben, ça se retrouve dans les revues de presse des différents ministres responsables. Et si ça se retrouve dans les revues de presse des différents ministres responsables, je ne le sais pas, je ne l'ai jamais su. D'après moi, il y a des gens qui ont reçu un coup de fil et qui avaient autre chose à foutre de leur journée que de répondre des blagues de Dan Gagnon aux ministres compétents. Je crois que ça les emmerdait beaucoup plus que tout le reste. Et toute la chaîne des gens qui se font appeler par le N+1 pour dire qu'est-ce qui s'est passé, t'as une chaîne de gens qui font comme « Mais il fermerait pas sa gueule 2 minutes, lui! » Et je crois que c'est ça qui s'est passé. Alors qu'encore une fois, tout ce que tu as besoin de dire, c'est important de soulever les problèmes que les situations amènent. On a pris une décision et on a choisi aussi qu'on allait pouvoir s'ouvrir à la critique à l'intérieur de notre propre média. Boum! Tu viens de récupérer tout le bruit puis tu l'as fait jouer dans ton équipe. J'ai jamais compris pourquoi ils l'ont pas fait. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit quoi? T'es dans quelle équipe, toi? Encore une fois, est-ce que c'est vraiment difficile de choisir son camp? Il y a 6500 personnes qui sont mortes, d'autres qui ont été exploitées pour qu'on puisse jouer au foot. Est-ce que c'est le seul problème? Non. Est-ce que c'était aussi problématique en Russie avant? Bien sûr. On me dit, mais t'as pas parlé de la Russie. Fait, ouais, excuse-moi, j'en ai pas parlé quand j'étais au Canada. J'en ai parlé, mais tu l'as pas entendu. J'avais pas de micro, j'étais à 6000 km. Ouais, c'est ça. Et c'est juste la stratégie en général de quand quelque chose met mal à l'aise, on va en vouloir à la personne qui le dit parce qu'on est bien dans le silence. On est bien. Tant qu'on n'est pas les victimes. On l'a vu avec le procès de Dominique Pélicaud, avec l'histoire de Gisèle Pélicaud il n'y a pas très longtemps. Elle s'est battue, victime de viol sous soumission chimique pendant des années. C'est elle qui se bat pour que le procès soit public avec les noms. Elle n'a pas envie d'être genre de revoir ça, que les gens... Mais les avocates, et ça vient du premier procès à l'époque sur des sujets semblables de Gisèle, j'oublie son nom de famille, Émilie, je crois, qui disait tant que les gens entendent juste l'histoire, ils peuvent s'imaginer que c'est pas si pire. Et les gens sont pas choqués. Mais quand tu montes les vidéos en live, tant que tu as les témoins, tant qu'il y a les faces, tant que tout le monde voit que c'est 50 personnes dans un rayon de 35 km et que le seul point qu'ils ont en commun, c'est d'être des mecs, ça commence à être chaud de défendre le truc. Ça commence à être chaud. Et c'est un peu le même principe. Il y a beaucoup de mecs là-dedans qui en veulent que ce soit public. Il y a beaucoup des abuseurs là-dedans qui ont continué d'agresser des gens pendant le procès. Mais une fois que c'est au vu et au su de tout le monde, tant qu'on te demande pas ton avis, en gros, tu peux faire semblant que tu es neutre.
Mais si t'es neutre, t'es dans quelle équipe? Tu rajoutes ton poids là où le pouvoir est déjà, tu vois. Et moi, je suis hyper inconfortable de sortir du neutre. On dit souvent que derrière chaque mec qui dit pas trop de la merde, il y a une série de féministes épuisées. Moi, les miennes, les féministes qui m'ont rendu un peu décent quand je suis décent, elles sont crevées, quoi. Mais c'est elles aussi qui m'ont forcé en disant non, des couilles que du haut de tes privilèges, tu vas pouvoir les utiliser en disant comme non, mais moi, je m'en mêle pas. Ah non, mais ça, j'en parle pas. Tu vas en parler, tu vas te mouiller. Tu dis que t'en as quelque chose à foutre. Tu peux pas en avoir juste quelque chose à foutre tant que ça te coûte rien à toi. Donc, tu dis que t'en as quelque chose à foutre, prouve-le. C'est facile de parler, prouve-le, prends un risque. Fais pas juste en profiter pour récupérer ce qui t'avient et de faire le grand prince qui reste neutre. Et c'est aussi ça que moi, j'aimais pas avec le truc de la RTBF. C'était, ils ont fait semblant d'adresser le problème et c'est pour ça que la chronique, elle est là-dessus. C'est je reprends leur argumentaire où ils ont dit n'importe. Je veux dire, objectivement, moi, j'ai fait des cours d'argumentation à l'université. C'était n'importe quoi. C'était, si tu t'intéressais au sophisme une demi-seconde, il y en avait pléthore dedans. Et c'était juste de réutiliser l'argumentaire. Quasi comme, tu sais, la bonne parodie, c'est celle qui ne change pas le discours de la personne. À l'époque, Tina Fey faisait Sarah Palin, donc la colistière républicaine de John McCain, qui était un peu une Donald Trump avant l'heure, qui disait un peu n'importe quoi, était sur Saturday Night Live. Tu peux voir, il existe des vidéos où tu la vois faire des sketchs où tout le monde se poile. C'est verbatim ce que Sarah Palin disait. Exactement le même texte, quoi. Ils n'ont pas changé une virgule. C'est pas le choix qu'on a fait cette fois-là. On a fait le choix de faussement les défendre parce que je trouve ça toujours rigolo. L'angle était bon. Moi, ma phrase préférée, c'était « Peu de gens le savent, mais pour chaque euro touché par la RTBF, une bonne pensée est reversée à Amnesty International. » Celui-là, moi, c'est une de mes vannes préférées que j'ai écrites à la fille, qui n'a pas marché de ouf, mais que je trouve... Elle est très bien. Qu'elle marche bien. Moi, elle marche sur moi. Mais ça. Et le même principe, j'aurais pu reprendre juste leur argumentaire, en fait. Et je crois que c'est ça, c'est que c'est vexant quand les gens te mettent un miroir devant la face. Et du coup, ils ont pas eu de réaction en fait, ils étaient coincés quoi. Bah, c'est ce qu'ils disent. Mais après le 30 septembre, tu annonces que les chroniques sur Tipeee c'est fini, car la RTBF voulait que ton cachet reste secret et toi pas. J'étais payé 275 € par chronique. Oui, ils me disent, il y a une clause de confidentialité. Je sais, mais vous êtes un média public. Ils ont fait oui, mais tu sais, c'est un truc, c'est la coutume. Je fais, ouais, c'était aussi la coutume de pendre les gens, tu vois. C'est vraiment, c'est le pire argument. On a toujours fait comme ça. Fait, ouais, vous mourriez du scorbut à 22, tu vois. Prendre de la vitamine C, brosse-toi les dents, Jean-Paul, tu vois. Et Jean-Pierre, j'ai dit Jean-Paul, je me rends compte qu'en fait, c'est Jean-Paul Philippot, c'est le nom de l'administrateur délégué. Et c'est juste un hasard. Okay. Histoire qu'il n'y ait pas de théorie du complot. Mais et donc, ils voulaient, c'est ça. Et comme argument, ils me disent non, mais c'est parce que comme on ne paie pas tout le monde de la même façon, on préfère que ça se sache pas. Fait, mais tu penses que je suis dans quelle équipe? tu viens d'entendre 5 chroniques anarchistes et tu penses que je vais faire comme, ben oui, monsieur de la corporation, je vais garder mon salaire secret, comme ça vous pouvez payer moins cher d'autres personnes qui font le même job que moi. Viens, allons voler leurs sucettes la nuit aussi. Mais maintenant que j'y repense, il y a un truc qui me fait chier, c'est que maintenant que j'y repense, j'aurais juste dû faire une chronique où je donne mon salaire et signer le truc après. Ça, pour moi, ça aurait été aller au bout de l'idée. Et ça m'embête de ne pas y avoir pensé à l'époque. Mais voilà. Si la RTBF te recontacte, est-ce que tu refais des chroniques chez eux? Ben, bien sûr. Combien de temps, je le sais pas. À quel prix? À quel prix? Ben, 275 minimum. Mais pour tout le monde? Mais pour tout le monde? Non, après, chacun se démerde. Hein. Moi, je te donne le salaire, toi, tu vas négocier. Juste savoir c'est quoi le... Non, mais en fait, c'est juste de donner des arguments aux autres pour que tout soit mieux traité. Je t'ai payé plus cher qu'Adeline Dieudonné. Non. Genre, je m'aime beaucoup, mais Adeline Dieudonné, qui était traduit, je crois, en 2600 langues, ces livres ils sont incroyables. Ben non. Non, je comprends bien. Et je dis pas que je veux pas être payé moins. Hein. Je le serai s'il faut pour l'égalité, mais non, elle doit être payée plus. Moi, je sais, à chaque fois que je le disais, les gens ils faisaient des têtes comme as. Tu vois. Je fais, ouais. Je dis, bon, en même temps, moi, ça cartonne mes trucs, mais bon. Non, c'est pas vrai. Attends, si tu faisais ma qualité, tu serais peut-être payé à mon prix. Hein, mais non, mais c'est absolument pas ça. Et je vois pas en quoi c'est légal déjà de demander ça. Et moi, ne participerai pas à cette mascarade. Mais je pense qu'on a compris que c'était dans ta DA, je crois. Je pense que si à cette étape du podcast, vous vous dites, je suis surpris qu'il ait fait ça, je suis pas sûr que vous ayez tout écouté. Mais je vois que le temps passe et je dois avancer un petit peu dans mes questions. Donc, ensuite, en novembre 2022, donc, tu débutes la deuxième phase du projet Anastasis. Tu fais 4 nouvelles dates au Comédiquette. J'ai juste envie de te demander pourquoi le Comédiquette, qu'est-ce que tu aimes dans ce lieu
en particulier, j'avais envie d'en faire un peu la promo parce que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Ouais, ben, c'était pas le Comedy Club, Okay. le Kings of Comedy Club à Excel, donc ça, c'était un gros plus. C'est un endroit qui est tenu aussi par des humoristes et qui offrait des scènes différentes. C'était dans le centre. Et puis, j'aime bien. C'est un lieu qui, quand j'ai commencé, débutait aussi. Et les Comedy Clubs, ça met toujours ceux que moi j'ai connus, ça met un petit temps. Mm-hmm. Le temps de trouver sa patte, son style, son public. Et voilà. Et c'est gai d'être. Moi, j'adore être dans les débuts des choses, quoi. C'est là où vraiment ça fourmille de partout. Et récemment, je crois que c'est le premier endroit en Belgique où tous les passages sont d'office filmés. Ils ont installé des cams. Je vais plus dans les autres endroits, donc je sais pas vraiment si c'est le cas, mais c'est le cas, c'est ça. Et donc, ça veut dire que tu y vas et tu peux littéralement faire ton passage, récupérer les images c'est génial. Et donc, il y a un côté... C'est des nouveaux qui ont des idées plus modernes, tu vois. Mm-hmm. Et donc, je trouvais ça chouette qui ait compris l'importance. Aujourd'hui, si tu veux faire du stand-up et que tu veux vendre, tu peux faire des posts en disant « Venez voir, je suis marrant » ou tu peux le dire ou tu peux le prouver. Et en allant dans des endroits... Surtout moi qui fais des impros, c'est génial parce qu'il y a des trucs, je me souviens pas ce que j'ai dit, mais les caméras s'en souviennent. Mm-hmm. Et donc, souvent, ça te permet de dire « Ah, j'ai fait un truc, c'était génial. » Tu regardes, tu fais « Non, c'était vraiment pas marrant. » Donc, ça permet de redescendre un peu sur la qualité de ce que tu as fait. Et quand c'est vraiment bon, tu as les images et tu peux les utiliser. Donc, c'est cool. Mais grâce au Comedy Case, grâce à ce lieu, tu as continué à créer ton spectacle. Et après, à part quelques petits shows que tu as fait comme le C'est drôle ou un show à l'Éden à Charleroi, tu te consacres donc surtout à l'écriture de ce spectacle. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, passer par l'étape de... On va raconter tout ça sans blague, sans filtre, de façon très crue. Et après, l'étape d'après, c'est de trouver plein de blagues pour que ça soit très drôle, mais qu'il y ait un fond. Exactement. Okay. Et puis ça, c'est le truc facile parce que c'est la décoration. Genre, tout est fait, le gâteau est fait. Ou genre, c'est la peinture. Tu as fait la maison et tu check, est-ce que ça va être plus beau que cette peinture-là, cette peinture-là, cette peinture-là? Et tu fais des choix. Mais ça, c'est la partie amusante, vraiment la plus amusante. Dans le podcast dans lequel tu parles du spectacle, il y a 8 épisodes. Il y a Devenir papa, la maladie de ta maman, arrêter de boire, le polyamour, le féminisme, la monarchie, la démocratie et la colère. Ouais. Est-ce que finalement la monarchie et la démocratie en font encore partie? Non. Ça a été dans le podcast, d'ailleurs, on en parle et Flavie me dit, elle dit, finalement, je trouve pas ça méga intéressant, mais ce que tu as à dire est pas méga intéressant. C'est-à-dire que tu fais des blagues de « ouais, on a déjà entendu ce genre de blague-là » et je trouve que c'est tellement gentil, en fait, vraiment au premier degré de quelqu'un qui, au lieu de te dire « ah, mais je vois que t'aimes bien, c'est marrant, on pourrait peut-être travailler là-dessus ». Le nombre d'heures de boulot que les gens qui ont une certaine compétence et de la bienveillance peuvent te sauver en disant comme « mais pourquoi? On s'en fout que tu fasses une blague sur... » Il y avait un truc, moi, qui me faisait marrer, c'était de me dire « je trouve que de tous les gens qui n'ont pas vraiment choisi leur métier, qui avaient une pression familiale, Roy, c'est quand même... Bon, t'es plein de privilèges, mais c'est quand même assez dégueulasse. Je veux dire, Philippe, il n'hésitait pas entre roi ou boulanger, tu vois. Il y a pas... Et j'aimerais bien faire une journée d'anonymat avec Philippe, qui n'a jamais eu une vie normale. Tu vois. Et j'imaginais, autant tu regardes Dr House avec une chirurgienne, c'est intéressant, tu vois. Autant regarder Downton Abbey ou genre The Crown ou Bridgerton avec le roi Philippe, ça doit être malade. Ouais. Fais ça. Non, des couilles. Non, j'étais là, c'est pas vrai. Non, ma mère m'a raconté que ça doit être incroyable. Mais je trouvais que les angles étaient intéressants. Moi, je me suis dit, tu vois, en tant qu'humoriste qui écoutait ça, je me disais, oh, trop bien, il a trouvé un angle super intéressant pour parler de ça. Et j'étais impressionné de Flavie qui dit ok, t'as des blagues là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec tout le reste du spectacle, donc ça, on balance. Je pense même qu'elle a dit la phrase, ça, il y a sur une partie, elle a dit ce que tu as écrit sur ton PC, tu peux le retirer, le jeter, oui. T'en feras jamais rien. Oui, parce que je dis, genre, je vais le mettre dans mes archives. Elle fait non, tu peux le déliter de ton ordi. Je sais, putain. Donc tout à l'heure, quand on disait qu'elle était très honnête, elle était honnête à ce point-là. Moi, elle me le disait pas à moi et elle me faisait un peu du mal, tu vois. Mais non, mais en fait, si tu veux te voir comme étant artiste, tu dois. Compare ça à un autre art. Est-ce que, genre, dans un film de Pixar, il y a le Pixar, tout se passe bien, et tout à coup, il y a une scène incroyable genre dans Toy Story, tu vois. Est-ce que tout à coup, il va y avoir une scène incroyable, mais un truc qui n'a rien à voir, genre d'archives de 1922 d'un conflit syndical dans une mine, tu vois. C'est comme, what the fuck? Elle dit, ben, un des premiers trucs que tu dois avoir, c'est de la cohérence dans ce que tu proposes. La cohérence, ça peut être, c'est des blagues sur un peu tout.
Ben, elle dit, clairement, c'est pas ce que tu es en train de faire. Donc, une fois que tu as trouvé ton identité, genre, chez McDo, c'est super, genre, si tu vas chez McDo, mais genre, personne se dit que putain, j'ai vraiment besoin de changer mes vitres, je vais aller chez McDo chercher du triple vitrage. Tu vois. C'est bizarre, personne te dit, tu veux quoi avec tes frites? Tu vois? Et là, je vais trouver une autre blague dont on se fout complètement, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Est-ce que tu as d'autres projets dont j'ai pas connaissance, à part le spectacle qui est en création et les auteurs pour qui tu travailles? Ah oui, il y en a plein. Je suis en train j'ai réalisé que Flavie est la personne la plus douée pour écrire des films que j'ai jamais vu de toute ma vie. L'autre jour, elle m'a raconté son rêve. Tu sais, quand les gens te racontent un rêve, à quel point c'est difficile de faire semblant que c'est intéressant. Elle me raconte son rêve. C'était une comédie romantique absolument parfaite. Genre, le canevas était déjà tout là avec les rebondissements. Il y avait 4 personnages incroyables. Et donc, on a des projets de films ensemble parce que j'ai de la facilité à écrire ce genre de trucs. Et je me suis rendu compte, et puis tu vas me rigoler, mais que en fait, les gens aiment bien qu'on leur écrive des films. Mais moi, j'avais pas allumé vraiment. Donc, il y a des gens que j'aime bien. Je leur dis, hey, salut, est-ce que tu veux que je t'écrive un film? Sérieux, tu ferais ça? Je fais, bah oui, bien sûr, viens, dis-moi ce que tu veux. Et après ça, on leur propose des trucs. Et donc là, on est en train d'écrire des films pour des gens. Wow. Moi, je veux faire. Bon, c'est peut-être un de mes projets qui me tient le plus à cœur. J'en ai 2, 3. Je veux écrire des livres pour enfants, pour adultes. OK. Genre, moi, mon enfant a 5 ans, donc il y a des petits loups. Tu vois, genre, petit loup se brosse les dents, petit loup dit non. Mais je veux faire la même chose, mais pour les adultes. Tu sais, ton pote un peu con qui fait que de la merde, genre, je vais l'appeler Boubou, genre Boubou rappelle son ex. Boubou se dit qu'il va arrêter de boire. Puis j'imagine tellement ça à la caisse, tu vois, genre à la Fnac ou des trucs comme ça. Et t'en regardes, tu fais comme... Boubou dit qu'il était coincé dans les embouteillages. Tu vois, et que des trucs comme ça avec des Est-ce que je laisse dans le podcast parce que j'ai pas envie que quelqu'un te prenne l'idée? Ben, c'est dans le podcast, donc ils peuvent pas prendre l'idée. Pas faux. Voilà, c'était dit ici. Comme tu vois à quel point je suis un boss, moi quelqu'un vient faire, je peux prendre l'idée, je fais bah si vous voulez, allez-y. C'est pas à vous voulez moi. que je l'écrive? Et l'autre truc, je veux faire du stand-up pour enfants. OK. Mais du vrai stand-up pour enfants. Comme Henri Dess a fait de la vraie musique pour enfants. Tu sais, pas juste, mettons, genre pim, pom, pim, pom, ma main gauche et ma main droite, ma main gauche et ma main droite, gauche, 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 droite, 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 droite. C'est sur la chanson de Le gâteau à l'arsenic de Astérix Obélix, si jamais. Okay. Le gâteau. Le pudding. Oui, on m'a corrigé. Et tu sais quoi? Je rentrerai chez moi avec la honte d'avoir loupé, c'est vrai, le pudding à l'arsenic. Enfin bref, j'adore cette chanson, vraiment. Et j'ai envie de faire du stand-up parce que quand j'étais jeune, je me disais, putain, c'est dommage quand un enfant a un argument, donc une engueulade avec un adulte, un désaccord, il n'a jamais raison parce que l'adulte peut toujours utiliser l'argument d'autorité. Et le problème, c'est que quand tu vieillis, tu changes d'équipe. Donc, on peut même pas avoir d'autres adultes dans notre équipe. Et je m'étais dit, j'espère quand je vais être un adulte, je vais rester dans l'équipe des enfants. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on m'avait dit, tu vas comprendre quand tu vas être vieux. Et je me dis, non, tu disais juste de la merde. Parce que le point du stand-up, c'est d'être brut, c'est d'être cru et c'est d'aller à fond de balle. J'ai envie de faire un spectacle pour les gens de primaire, quoi. Vraiment de genre de 9 à 12, 13 peut-être. C'est plus ou moins ça les âges. 8, 9 à 13. Dans primaire, c'est de 6 à 12, quoi. OK. Bon, ben, 6, je pense que ça va être compliqué. Mais en fait, leur dire tous les trucs où je trouve qu'ils ont raison. Alors, foutre la merde, en gros, vraiment. De dire comme, tu sais... Que... Ça, c'est ta DA. Hein? Ça, c'est dans ta DA, par contre. Oui, ça, c'est... Et vraiment leur expliquer que, ouais, c'est normal que genre, tu sois fâché quand on te dit « Ah, mais il n'y a pas de chauffage à l'école, mais aujourd'hui, mais mets une doudoune, puis viens quand même. » Et j'ai vraiment envie de faire ce truc-là et pour leur dire, en gros, quand vous allez vieillir, vous allez vous rendre compte que c'était tout à fait vrai. Okay. Donc, d'être vraiment dans leur équipe. Ça, j'ai très, ça me brûle de le faire. Donc, je sais que dès qu'en gros, je maîtrise le spectacle, ben, j'ai du temps qui se libère et je vais écrire probablement les deux en parallèle. Voilà, parce que les deux, je trouve que c'est vraiment marrant. Bah, je te souhaite de réaliser tous ces projets. Je trouve ça super cool. C'est gentil. J'ai 2 questions pour finir avant un tout petit name dropping parce que je vois que le temps passe. Ouais. J'ai passé quelques questions. C'est pas grave. La première question, c'est si tu pouvais remonter le temps et parler au Dan qui commence l'humour. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire et de ne pas faire? Arrête de boire, va en thérapie. Voilà. C'est le conseil que je donne à tout le monde, de toute façon. Tu sais, quand je fais mes shows en ce moment, ça me fait rire. Il y a un truc que j'aime bien faire. Je parle de thérapie, je fais juste par curiosité. Il y a des mecs qui sont en thérapie, et j'ai jamais un son. Juste par curiosité, il y a des femmes qui pensent que leur mec devrait en thérapie. Toutes les femmes rigolent, quoi. Je fais, putain, j'ai réalisé à quel point. Les femmes sont difficiles à comprendre. Non, putain, va en thérapie. C'est tout ce que tu demandes. Dans les thèmes que j'ai oubliés du spectacle, le 20 février au Réservoir, il y a la thérapie aussi. Voilà. T'as un spectacle le 20 février au Réservoir?
Tu sais qu'en passant, c'est comme ça que les pubs fonctionnent. C'est toujours des faux couples ou des faux amis qui font comme si seulement il y avait une solution pour pouvoir m'aider à brosser mes dents. Il y a toujours un terme trop technique, brosser mes dents, parce qu'entre ma T4 et ma B28, j'ai parfois des morceaux qui se coincent. Tu as entendu parler du nouveau Oral-B, tel truc. Et tu sais pourquoi? Genre, ils te parlent comme si t'étais teubé? Parce que ça marche. Ben parce que si on te parle comme si t'es teubé, t'as plus de chances de réagir comme un teubé. C'est ouf! Depuis ce temps-là, je parle à tout le monde comme si... Non, c'est pas vrai. Non, mais je me parle à moi des fois comme si j'étais teubé. Je fais « Oh, t'as du mal à aller faire dodo parce que tu voudrais regarder un épisode de Netflix? On dirait bien que quelqu'un qui a oublié que demain, il va être fatigué. Les yeux vont picouiller. On est capable d'aller se brosser les dents puis se coucher, hein? Ben oui. Je l'avais jamais fait, c'est pas vrai, mais par contre, je vais commencer à le faire parce que je viens de m'humilier moi-même et j'ai envie d'aller me coucher maintenant. Donc, bye. Non, j'ai des petites questions. Vas-y. Le titre de ton podcast, c'est « J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie ». Ouais. Donc, je suis obligé de te demander, est-ce que tu as réussi? Non. C'est pour ça que le spectacle s'appelle « Je choisis la joie », mais c'est un très mauvais titre de spectacle parce que c'est pas du tout un spectacle sur la joie. Le spectacle, il aurait dû s'appeler « On crame tout » ou quelque chose qui ressemble à ça. C'est pour ça que quand on a fait le podcast, à la base, on voulait dire c'était « J'écris un spectacle sur la joie » et Flavie a fait comme « De où? » À quel moment? Tu vois, je fais « Ouais, non, mais dans le sens... » En fait, le point de départ, c'était aussi la joie comme arme révolutionnaire. Tant que t'es malheureux, tu continues d'obéir, d'écouter, d'acheter des conneries et d'essayer de t'en sortir. Et l'autre truc, c'était le chemin vers la joie, c'est rarement le chemin facile. Et donc, c'était d'essayer de montrer à travers les différents thèmes que d'accepter de prendre certaines décisions a permis d'arriver à la joie. Et Flavie, elle m'a dit, tu réalises à quel point ça va pas du tout, comme tu dis aux gens, parce que toi, t'es dans un... Genre, t'es né le cul dans le beurre, t'as eu tous les privilèges, fait à des gens qui sont genre 100 fois dans la zermie, comme toi tu l'es, fait non, mais la joie, c'est une décision, tu vas te faire, genre, assassiner avec raison, tu vois. Je fais, ouais, non, t'as raison, c'est hyper respectueux. Donc voilà, j'essaie d'écrire un spectacle sur la joie. On a reculé l'arrogance et l'audace d'une catégorie. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'ai juste les petites questions name dropping. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast, dans chaque épisode, je finis le podcast par un petit interview name dropping. Donc je te demande un humoriste, une humoriste par catégorie, peu importe que ce soit un Français, une Française, un Québécois, une Allemande, peu importe, mais une personne pour chaque catégorie. Okay. Mais tu as déjà répondu à ces questions dans un premier épisode que je vous invite à aller écouter, qui est en 2 parties, qui est vraiment chouette. Je vais t'en demander donc des nouveaux. Un humoriste ou une humoriste qui t'a surpris positivement récemment. Zelensky. Je savais qu'il était capable de jouer au piano avec sa bite parce qu'il était passé dans Ukraine Got Talent, mais de là à devenir président, c'est son... Non. C'est un humoriste pour ceux qui n'y avaient pas l'info. De base, c'est un humoriste, le gars. Ouais, et son CV doit être bizarre, lui. Oui, j'avoue, c'est humoriste, président. Ouais, c'est... Pas mal. Non, quelqu'un qui m'a surpris positivement... Quelqu'un qui fait un spectacle le 20 février au réservoir à 20h. Tu savais que j'ai rien de prévu le 20 février cette année? Si seulement il y avait un spectacle au réservoir bar à Bruxelles, ça serait intéressant. Je sais vraiment pas si ça fait rire que nous deux ou pas. On s'en fout, je fais ta promo. C'est pas supposé faire rire, la promo, c'est supposé faire vendre. Si t'es humoriste qui vend pas, est-ce que t'es encore humoriste? Oui, t'es humoriste bénévole. Est-ce que c'est ça ton objectif, Régis? Tu penses comme un pauvre, Régis. Je suis sûr que tu votes à gauche, espèce de pauvre. Tu me connais tellement bien. C'est pas comme ça que tu vas avoir un appart à Mons, OK? J'ai une maison à Quem. Putain, mais si ton spectacle ne s'appelle pas « J'ai une maison à Quem », t'as raté ta life. Très vendeur. J'ai une maison à Quem. Je suis quasiment sûr que j'ai une maison à Quem. Waouh, quel génie. Merci. Et donc, Quem à la maison. Mais, un humoriste qui t'a surpris positivement récemment. Qui m'a surpris positivement récemment. Ça va plutôt dans l'autre sens d'habitude. Hein? Ouais, mais c'est pour ça que j'ai insisté sur positivement. Alicia Grégoire. OK. Alicia Grégoire est quelqu'un qui fait ça depuis pas très longtemps. Et j'avais vu son premier sketch qui parle de violence gynécologique. Et elle en a fait un deuxième sur les enfants et sur son enfance à elle. Et le premier, je fais « Wow, c'est incroyable ce que tu racontes. » Il y avait de la grossophobie aussi là-dedans. C'était super bien fait. C'était je pense que j'ai vu le sketch, ouais. Et c'était vraiment fantastique. Et elle m'a contacté pour dire « Ah, mais j'ai un autre sketch. Je sais pas ce que t'en penses. » Et elle m'envoie le truc. Je fais « Mais toi, dans 5 ans, t'es une star, en fait. » Le premier jet, il est déjà... incroyable. Tout est posé, en fait. En fait, tu vois que c'est quelqu'un qui a
qui se connaît bien, qui a accepté qui elle était, qui est à l'aise avec qui elle est, qui sait ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. C'est incroyable. On dit dans notre métier que c'est le genre de métier où il faut 10 ans pour être bon du jour au lendemain. Donc après, une fois que les choses sont bien, ben, il faut les répétitions. Il n'y a pas grand-chose qui remplace le fait de le faire et de le faire et de le faire et de le faire. Mais franchement, je suis sur le cul, quoi. C'est incroyable. Si elle ne réussit pas, c'est qu'elle aura choisi de ne pas réussir. Je sais que ça fait très dithyrambique, mais c'est à ce point-là excellent. Et si vous allez la voir en disant comme « Ouais, mais j'ai vu... » et pour ça fait 2 minutes qu'elle fait ça. Donc, calme-toi, apprécie le fait que tu as déjà vu un texte de cette qualité-là. Suis-la et tu vas voir, ça va être incroyable. Non, je l'ai vu à l'open mic. En effet, on voit que ça fait pas longtemps qu'elle en fait, mais le sketch était très bon. Ah, puis moi, je l'ai vu à 1 semaine d'intervalle. Elle a pris 3 mois d'expérience. OK. Tu sais comment elle fait? Elle fait un truc, j'avais jamais entendu parler comme stratégie chez les humoristes. Elle bosse, je crois qu'elle appelle ça. Ouais, je pense que ça peut marcher. Je vais essayer. Je vais essayer aussi. On va voir. Parce que j'ai un spectacle... Pardon, je vais arrêter avec ça. Moi, j'adore les running gags. Je peux faire ça pendant toute une soirée. L'humoriste qui te fait le plus rire sur les réseaux sociaux. Vincent Barra. Vincent Barra, c'est un mec qui était d'extrême droite avant, qui maintenant est passé complètement de l'autre côté et qui fait beaucoup d'humour noir, mais la vraie définition de l'humour noir, pas l'humour noir. Je fais de l'humour noir, c'est une fois 2 PD qui fait. Non, ça c'est pas de l'humour noir ça. Et il va avoir des blagues. Je me souviens pas de. Et je ne serais pas refaire ses sketchs n'importe quoi, mais il va avoir un truc, par exemple, il va avoir une fusillade quand Trump s'est fait tirer, il va dire un truc comme ça doit être super choquant aux États-Unis, une fusillade, même pas dans une école quoi. ce genre de truc là, il dit que les gens m'ont dit comment t'as fait passer de l'extrême droite plutôt à gauche? Il fait, je vais vous montrer, j'ai des images d'archives. Et en fait, tu vois des images de lui en train d'apprendre à lire. Et il va y avoir des trucs comme ça qui sont super intenses. Et son spectacle s'appelle Articule. Et je trouve ça... Et il y a une chaussette dans la bouche, je sais pas quoi, sur l'affiche. Okay. Et je trouve tellement juste. Des fois, des gens ils vont faire une blague et quand c'est un peu sur un peu noir, tu fais comme, oh shit, est-ce que ça va... Et lui, ça fait genre, je sais pas, 20, 25... 30 sketchs que je regarde et c'est toujours super bien. Quoi. OK. Je vais me renseigner plus parce que moi, c'est pour ça que je fais le name dropping. C'est juste, il y a des gens que je vois un peu. Des fois, j'ai vu un truc et je fais, oh, j'aime bien. Ouais. Et je me suis pas renseigné plus. Là, tu viens de me donner l'envie d'aller juste tout regarder. Ah, mais check tout sur ses reels sur Insta. Il est super chouette. L'humoriste qui, pour toi, écrit les meilleures chroniques. J'écoute pas de chroniques. J'aime pas. OK. Ah, Walidia. Walidia. Okay. Incroyable. Très bon. Il écrit l'équivalent il y a autant de vannes dans une de ses chroniques de 3 minutes que dans des sketchs de 15 en moyenne. Et tu le vois à son articulation. Ça, c'est très niche, encore une fois, mais la cadence qu'il utilise, c'est comme un rappeur. Parce qu'il va tellement débiter de choses et de vannes et pour que tu puisses continuer de comprendre. Je suis sûr que si tu mets un métronome, son tempo est absolument parfait. Son articulation, sa diction est incroyable et c'est sa fluctuation, vraiment la fluctuation de la voix qu'il va utiliser. Il utilise tous les outils. Techniquement, il est tellement fort. Il utilise tous les outils pour être sûr de passer son contenu qui en soi est hyper dense et il arrive à le passer comme si c'était... quasi comme si c'était léger. Quoi. Et donc, j'ai pas vu les nouveaux trucs. Maintenant, je sais qu'il le fait avec Mediapart et il le fait en public. J'ai vu que les vidéos qui sont sorties. J'ai pas encore regardé, mais ce qu'il faisait sur Inter, je trouvais très ça 2 ligues au-dessus du reste. Ça marche. J'adore parler avec des humoristes, d'autres humoristes, parce que j'aime voir la passion du stand-up. J'adore ça. L'humoriste qui, pour toi, est le meilleur en interaction avec le public. Vraiment dans le contact avec le public, dans le fait de discuter. C'est nul parce que je me souviens pas de son nom, mais il y a une personne, elle est sur tu sais quoi, il y a un compte militant qui s'appelle Non mais allez, qui est sur le meilleur nom de compte Instagram de tous les temps. Non mais allez. Et ils l'ont publié, c'est une femme, je crois que c'est une Américaine, qui au début de chacun de ses shows, qui est un show qui est principalement, en tout cas le public est essentiellement féminin. Et elle commence tous ses shows avec la même phrase, c'est « Qui dans le public a un mec qui l'a déjà contacté depuis qu'il est parti de la maison? Et pourquoi? » Si c'était pas aussi triste, ce serait drôle. Je crois qu'un des records, c'est « Mon mec m'a appelé pour que je lui commande une pizza. » Et il y a que des trucs comme ça, des mecs il a appelé pour savoir où est la télécommande. Et les mecs, il y en a un qui dit mon mec m'a contacté, mais le mec en fait il fait la sécurité à la salle cette journée-là, donc elle fait venir le mec de la sécurité. Il fait pourquoi tu l'as appelé, pose la question. Il fait je sais pas avec elle quand on lui pose une question, tout arrive. Ah bah oui ça doit arriver comme ça, tu vois. Et donc elle c'est son contenu donc d'interaction est très impressionnant. OK. Je vais essayer de retrouver son nom pour le mettre dans la description de l'épisode. Ah, génial. Et puis Taylor Tomlinson aussi, évidemment, qui j'avais vu son premier
show qu'elle avait, genre, est-ce que c'était déjà Quarter Life Crisis? Elle avait 25 ans ou un peu moins de 25 ans, et elle raconte son passé familial où clairement il y avait de l'abus. Et elle dit, ah, mais mes parents sont quand même chouettes, ils ont juste fait genre 2-3 petites erreurs et tout. Et avec Flavie, on s'était dit, genre, le prochain show va être intéressant. Et le prochain show, j'exagère, mais c'est, bref, je parle plus à mes parents parce que, et tu vois toute son évolution. Ils lui ont donné un show, un late night, c'est un jeu télé, mais c'est après les late shows en télé aussi en ce moment. Elle est venue à la Madeleine il y a à peu près un an aussi. Elle est incroyable. Elle est drôle en interaction. Elle est drôle dans son show. Donc, elle est drôle partout, tout le temps. J'imagine que la suite pour elle, ça va être le cinéma parce qu'aux États-Unis, c'est toujours la courbe, mais presque toujours la courbe, mais elle est incroyable. Et pour terminer chaque épisode, je demande qui toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode. C'est un truc que je t'ai piqué de ton ancien podcast. Donc ça oui? Je me souviens même pas que je faisais ça. Tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas su. Non, mais je te le dis par honnêteté intellectuelle, mais tu m'avais déjà dit que toi-même tu l'avais piqué de quelqu'un d'autre, donc c'était fait. Ah oui? Bon, très bien. Alors, genre, si je le pique, je le dis par contre. Donc, mais j'ai jamais compris ça. Les humoristes qui font. Je sais pas, mais ça, c'est une idée que t'as pris. Dis-le. Ouais. Moi, des fois, si j'arrive dans le spectacle, je fais putain, la meilleure vanne là-dessus, c'est un tel, et tu dis la vanne, ça t'enlève rien. Au contraire, et c'est même chouette d'entendre quelqu'un qui. Donc, qui je voudrais dans le prochain épisode? La dernière fois, tu m'avais conseillé Talib Saritas, qui, à ma connaissance, ne fait plus de stand-up là maintenant. Ouais. Et Ino JP, que j'ai déjà eu dans le podcast et qui est un des meilleurs humoristes en Belgique. Si vous voulez aller voir quelqu'un, allez voir Ino JP. Il vient apparemment au centre culturel de Braine-l'Alleud, qui est un lieu exceptionnel qui nous reçoit aujourd'hui. N'hésitez pas à aller le voir. Enfin, si vous avez encore de l'argent après être allé le 20 février au Réservoir Bar à 20h. Mais allez voir Ino JP. Moi, c'est mon humoriste préféré en Belgique. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Qui, toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Qui j'aimerais entendre dans le prochain épisode? Cécile Djunga. Elle a une vie absolument fascinante. Là, elle vient d'obtenir le poste de directrice du Centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, ce qui ne l'empêche pas de continuer de faire du stand-up. Elle est encore au Festival du Rire de Liège cette année. Elle a des projets, elle fait encore de la télé. Elle a 200 vies, une énergie, une volonté, une vision qui est super intéressante. Sinon, Benjamin Tranier. Benjamin Tranier, ouais. Moi qui me fait beaucoup rire, mais j'ai demandé, genre, est-ce qu'il est safe? Et des gens qui le connaissent disent qu'apparemment c'est un super gentil et qui est super chouette. Donc, Benjamin Tranier, Vincent Barra, du coup, et tous les sujets que j'ai nommés avant, forcément, que je trouve drôle, ça me ferait marrer. Je trouve que ce serait intéressant, un podcast aussi avec des gens qui débutent. Quitte à prendre 2-3 personnes, mais je viens de parler d'Alicia que je trouve fantastique. Et souvent, à ce moment-là, les histoires, elles sont moins pareilles. Parce que quand ça fait 3-4 ans que tu le fais, tu as un parcours qui est un peu semi-semblable. MS, que j'aime beaucoup, qui fait des premières parties aussi, elle a aussi un parcours qui est différent. Ça pourrait être intéressant de faire une spéciale, ma première année dans le stand-up, tu vois. De prendre des gens peut-être aussi qui arrivent d'un autre angle, qui arrivent d'un autre axe, soit qui arrivent d'un autre métier pour faire du stand-up, soit qui sont plus vieux, plus jeunes, qui ont commencé plus vieux, plus jeunes. OK, mais ça, je pense qu'il y en a déjà dans le podcast, mais moi, pour le moment, le seul critère pour rentrer dans le podcast, c'est des gens que je suis très à l'aise de les recommander. Ouais, c'est ça. Parce que je les trouve drôles et je me dis, tu veux des gens, s'il y a des gens que vous voulez aller voir en spectacle, j'ai reçu 92 humoristes dans le podcast, allez les voir tous. C'est ça. À la limite, si on te dit, je l'ai pas trouvé drôle, c'est facile pour toi d'assumer, de dire, oh, dommage, mais moi j'aime bien. Moi, c'est ça. Donc ça, je pense que ça allez voir Dan Gagnon, par exemple. 2 fois, apparemment. 2 fois dans le podcast. Donc, ouais, ça, c'est des gens que je pense pourraient être très intéressants. Et j'ai parlé de Barbara Browns tout à l'heure. Ça pourrait être intéressant aussi, une série sur les métiers autour du stand-up. Et prendre l'exemple de Barbara, moi, c'est genre quelqu'un à qui je m'entends super bien, c'est une amie. Qui fait des photos magnifiques, au passage. Enfin, quelqu'un que j'aime beaucoup, mais qui connaît tellement le stand-up parce que c'est probablement en Belgique, dans les 5 dernières années, la personne qui a vu le plus de shows. Tu sais aussi voir la qualité des gens que tu côtoies à la façon dont ils traitent Barbara. Tu as des humoristes qui la regardent un peu de haut parce qu'elle n'est pas humoriste, tu vois. Ça, mais ferme ta gueule, elle connaît ça 3 fois comme toi, tu vois. Tu demandes lui des conseils, check. Et elle qui est très, très discrète, je ne suis pas certain qu'elle accepterait, hein, mais qui est très, très discrète, observe énormément de choses et même son art de la photo. Parce que les gens vont dire, tu fais des photos de stand-up, tu prends des photos de gens qui sont sur scène. Ben non, ça n'a aucun intérêt. Il faut que la photo serve l'ensemble de l'art. Et pour ça, tu dois avoir un œil, tu dois comprendre. Elle pourrait monter sur scène, elle est drôle, elle sait écrire, j'ai déjà travaillé avec elle. Et je crois que ce genre de métier-là, ça peut être intéressant. Quelqu'un qui genre les taloches, tu sais quoi, les taloches, ça pourrait être intéressant aussi. J'ai fait un épisode avec Vincent Taloche, mais pour parler de la FBPH. Ouais, de fédération belge. Et leur régisseur des 40 dernières années, des anecdotes, des gens qui sont pour la sécurité pour des salles.
ça peut aussi être super intéressant, tu vois. Ok. Moi, je pense que je ferais une série, genre si j'étais à la place, je ferais une série sur les métiers autour d'eux et je choperais des anecdotes, quoi. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je sais qu'on a dépassé le temps, mais je ne sais pas à quel point. Juste, merci beaucoup. Merci, Régis. Merci beaucoup aussi au public. Et du coup, je Qui voulais... était là. Merci beaucoup. Merci. Et est-ce que quelqu'un a une question pour Dan? Si vous avez une question, il sera dans le podcast. Si vous n'avez pas de question, elle ne sera pas dans le podcast. C'est assez logique. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu fais le 20 février? Honnêtement, c'est avec ça que tu n'as pas vendu une place, là. Ouais, je pense, franchement. Mais en tout cas, merci beaucoup vraiment d'avoir pris le temps. Merci beaucoup tout le Merci monde. Franchement, beaucoup. c'est super Passez chouette. une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Régis. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.